des bons comédiens, des gens qui jouent bien, il y en a plein. Oui, c'est savoir saisir aussi les opportunités et se jeter à l'eau. Les attraper. J'ai toujours aimé le sens du spectacle. Quand je me faisais couper les cheveux chez le coiffeur à 8 ans, je disais, vous voulez que je vous chante une chanson? Et après ma mère m'a dit, et pourquoi pas le théâtre? Et pourquoi pas le théâtre? Mais quelle belle idée. Et je suis tombé irrémédiablement amoureux des grands textes. Tu as ressenti beaucoup, toi, ces doutes, ces remises en question? T'as pas les concours, les théâtres sont fermés. Dans ma tête, le jeu est terminé, quoi. Tu deviens aigre en plus. T'es à la fois dans un complexe d'infériorité de j'y arriverai jamais et de supériorité de je sais que je vaux mieux. Tu l'as quand même repassé à chaque fois en te disant je veux absolument y arriver. La vie n'est pas juste de manière générale, l'accès au métier n'est pas juste non plus. Vrai. Dans ta tête, si tu les as pas, tu ne seras pas comédien, tu ne feras pas ce métier, tu vois. C'est quoi pour toi un bon acteur? La légitimité, c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. T'as réussi à te détacher de toute validation extérieure? Il a un Molière, quand même, avec cette tête-là. C'est un poids, c'est une pression, c'est une arrivée, c'est un point de départ, Non, c'est une bonne opportunité, question. tu vois. Un échec ne condamne pas l'avenir, et une victoire ne promet pas la suivante. Moi, je dis jamais aux gens, croyez en vos rêves, je dis, croyez en votre capacité à faire de ces rêves des objectifs que vous atteindrez. Bonjour à tous et bienvenue sur Première Loge, un podcast par les artistes pour les artistes. Ici, on parle de processus créatif, on parle des réalités des métiers artistiques et on donne surtout les bons conseils pour se lancer. Que vous vouliez être réalisateur, comédien, DJ, rappeur, danseur, mannequin, ce que vous voulez, vous êtes au bon endroit en tout cas pour écouter les parcours de ceux qui vivent cette vie-là et qui peuvent vous faire gagner du temps ou éviter des erreurs aussi. Donc si ça vous intéresse et pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne Première Loge. Et maintenant, je laisse place à mon invité qui est comédien et qui a joué dans l'adaptation théâtrale du Cercle des Poètes Disparus, rôle pour lequel il a reçu notamment un Molière de la révélation masculine en 2024. Aujourd'hui, je reçois Ethan Oliel. Bienvenue. Merci de m'accueillir, je suis ravi. Pour commencer, peut-être, je voulais savoir d'où vient ton intérêt, toi, pour le théâtre. Alors, j'ai pas du tout eu le parcours classique de celui qui était amoureux des textes et qui rêvait secrètement de s'y lancer, tu vois, qui nourrissait cette idée pendant qu'il était en cours et qui ambitionnait secrètement, tu vois, de se jeter une fois le bac en poche. Non. Après mon bac, j'ai fait une classe préparatoire en Hippocagne parce que je voulais devenir journaliste, figure-toi. En fait, Okay. Mon rêve, c'était de commenter des matchs de foot. Voilà, c'était mon rêve. Ça demeure mon rêve. Si l'after-foot m'entend, Daniel Riolo, Gilbert Bribois, je rêve de faire partie de votre équipe. Et en vérité, j'ai arrêté la classe prépa parce que j'avais pas le mental pour ça. J'ai une grande admiration pour ceux qui, à 18 ans, arrivent à, tu vois, sacrifier beaucoup de leur quotidien et de leur temps libre à se dire, pendant 2 ans, je suis une machine à travailler, à œuvrer, à me renseigner, à me cultiver, tu vois. Beaucoup d'admiration. Moi, j'étais incapable de faire ça. Et donc, je suis parti, j'ai fait un truc qui s'appelle, je sais pas si tu connais la dépression. Tu connais un petit truc? Très bien, très très bien. J'ai fait ça pendant 6 mois, tu vois, un CDD. Très sympa. Et après, ma mère m'a dit, et pourquoi pas le théâtre? Phrase lancée comme ça au vent, qu'elle pensait sans continuité, et qui a pu inquiéter un petit peu mon père, et c'est normal. Et même elle l'avait lancé un petit peu comme ça. Et moi, je me suis dit, et pourquoi pas le théâtre? Et j'ai fait un stage d'abord cinéma au cours Florent. Et en première année, tu es obligé de repasser par un cursus théâtral avant d'éventuellement continuer en deuxième année le cinéma. En tout cas, c'était comme ça à l'époque à Florent. Et je suis tombé irrémédiablement amoureux des grands textes. Vraiment, j'avais du mal à lire en Hippocagne. Et là, le fait de les avoir dans la bouche, les textes de Musset, les textes de Hugo, les textes de Molière, le fait de les incarner, de les sentir aussi proches de moi, je suis tombé amoureux de ces textes-là et je me suis dit, ah mais c'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment venu plus tard, mais par les textes. Je trouve ça très drôle déjà parce qu'on a à peu près le même parcours. Parce que moi, pour le coup, je voulais me lancer dans le cinéma. Ok. J'ai été emmenée à faire une Hippocagne, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, ça demeure un mystère. Ce qui ne correspondait pas du tout à mon profil et pas non plus au tien, je pense. Du tout. Et au final, pareil, tu vois, au bout de 3 mois... T'as fait jusqu'au bout? J'ai arrêté au bout de 3 mois parce que la dépression... J'ai fait 6 mois, moi, quand même. Tu vois, c'est là qu'on voit la différence entre nous. Tu es quelqu'un de très persévérant. 6 mois, c'est pas non plus... Non, c'est pas mal. Mais oui, en effet, je suis aussi admirative des gens qui arrivent à bosser là-dedans. Et... Ah oui, c'est un mindset, quoi. À 18 ans... Ouais. Ils viennent tout juste d'avoir le bac où, on va le dire très nettement, si tu as des facilités, tu n'as pas besoin d'immensément travailler jusque-là. Ce qui était mon cas, j'avais rien foutu, j'avais des bonnes notes, parce que j'étais insupportable, quoi, d'avoir facilement des bonnes notes. Mais alors, j'avais fait Terminal S en plus, tout ça pour faire Hippocagne, tout ça pour finir saltimbanque, ça n'a aucun sens, l'histoire. Et oui, d'avoir ces gens-là, tu sais, qui arrivent à 18 ans à se dire c'est maintenant. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça, c'est fait pour te dégoûter et pour faire le tri avec ceux qui ont le mental. Bien sûr. Et c'est bien fait, tu vois.
Et ceux qui restent, grande admiration. Mais du coup, donc c'est ta mère qui t'a mis un petit peu la graine dans la tête de tu vas faire du théâtre. En fait, j'ai toujours aimé le sens du spectacle. J'ai chanté quand j'étais petit, j'adorais ça. Quand je me faisais couper les cheveux chez le coiffeur à 8 ans, je disais, je voulais que je vous chante une chanson. Je chante une chanson. Le coiffeur comprenait pas, il disait, oui. Donc je montais sur le siège et je chantais une chanson, Christophe Maé ou Calogero à l'époque, on les embrasse. Et donc j'ai toujours aimé ça. Tu sais, quand on faisait des scénettes, parfois en anglais ou en espagnol, on te demandait d'écrire des petites scénettes, tu sais, en 4e ou en 3e, je sais pas si les gens font encore ça. Et moi, c'était mon moment roi, j'étais très timide, et c'était le moment où j'allais pouvoir exister avec mon meilleur ami Paul, que j'embrasse, où on écrivait ça tous les deux, et on faisait un espèce de petit spectacle pendant 3-4 minutes, et on était enfin mis en lumière. Tu sais, comme au collège, comme t'as très envie d'être en lumière, c'était enfin notre petit moment à nous, c'était celui-là, quoi. En cours de musique, il m'arrivait de dire au prof de musique, est-ce que je peux chanter une chanson? Voilà, simplement, je vais me mettre devant tout le monde et je vais chanter une chanson à la kermesse ou ce genre de... Donc j'avais toujours cette espèce de feu qui s'alimentait en moi, mais qui ne savait pas où il voulait se répandre. Mais ce qui dessine déjà une personnalité, parce que je pense que ce que tu énumères là comme moment, ça doit être pour certains les moments les plus traumatisants à l'école. Ah, peut-être. Alors moi, c'était des moments de liberté. Ouais. Parce que sinon, j'étais encagé en moi-même, j'étais dans l'incapacité de prendre la parole, de soutenir le regard avec les autres. Heureusement, j'étais myope, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'aide encore aujourd'hui. D'ailleurs, là, j'ai pas mes lunettes, tu vois, ça m'aide. Tu ne me vois pas, en fait. Je ne te vois pas, je ne sais pas qui tu es. Nettement plus facile pour moi. Mais oui, moi, c'était mes moments de liberté. La scène, pour toi, c'est un moment et un lieu de liberté aussi. Et c'est ce qui t'a plu là-dedans? Oui, c'est un lieu de vertige d'abord. Oui. Parce que c'est quand même anormal, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire de monter sur un plateau de théâtre avec des gens qui acceptent qu'ils vont te regarder pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures pour regarder une histoire et accepter et consentir au fait que le rideau rouge, quand il s'ouvre, ça veut dire qu'un spectacle démarre. Consentir aussi au fait que la personne qu'on voit, c'est pas vraiment la personne qu'on voit parce que c'est un personnage qui l'incarne et que le truc de bois qu'on voit derrière, en fait, c'est un château immense, mais ça nous figure simple. Enfin, il y a tout un espèce de consentement qui se fait mutuellement avec le spectateur. J'adore ce rapport-là, spectateur-comédien, de la même manière qu'il y a le rapport auteur-lecteur, tu sais. Oui. L'auteur écrit la description d'une chaise et on accepte que le lecteur va se faire sa propre chaise dans sa tête, même s'il y a toutes les descriptions possibles. Et j'aimais ce rapport-là déjà, avec les gens, moi qui n'en avais que très peu socialement. Et j'adorais l'instant, cette magie incroyable du moment, quoi. Qui peut basculer, qui peut bouleverser, qui peut révéler des choses en toi. Ce pas que tu fais vers un personnage et lui qui s'avance aussi vers toi. Et quand vous arrivez tous deux à culminer vers un truc génial qui s'appelle la grâce et qui est très rare et qu'on n'arrive pas à avoir tout le temps. Mais ces petits moments-là d'ivresse, moi, ça m'a attrapé tout de suite, ouais. Ouais, t'as aimé le fait d'être un peu en adrénaline et en moment présent j'ai aimé ça. Sur scène. J'ai aimé ce danger, ce doux danger. Voilà. Et donc du coup, tu disais, donc c'est ta mère qui t'a un petit peu mise la graine dans la tête. Ouais. Déjà, c'est improbable et c'est super parce que souvent les parents, quand on dit bon, on veut faire du cinéma, on veut faire de la musique, je pense que quand elle l'a lancé comme ça, elle s'est dit bon, de toute façon il est en dépression, il va pas faire grand chose. Et moi j'ai fait non, c'est pas mal ça, c'est bien ça. Et là, dit j'aurais dû dire autre chose. Ouais, c'est ça. On va dire médecine, je suis con, putain. Ouais. Après ça, tu t'es dit je prends des cours de théâtre, je vais faire les cours Florent du coup. Oui, en fait, quand tu connais rien, au début, tu te dis bon, quel est le cours le plus connu, le cours Florent. Tentons un stage d'accès là-bas. Il y a d'abord un stage d'accès pour intégrer l'école. Et moi j'avais fait cinéma puisque à l'époque, je me disais, cinéma, j'ambitionnais plus le cinéma que le théâtre. Je crois que j'étais rarement allé au théâtre à ce moment-là. Et puis après, tu passes, donc, comme je t'ai dit, par une première année nécessairement théâtrale. Et là, tu rencontres les textes. Et tu les dégustes, c'est merveilleux. Et quelle a été, toi, ton expérience dans ces écoles ? Je ne m'attarderai pas pour dire qu'il y a éventuellement des écoles qui seraient meilleures que d'autres, parce que je n'en sais rien, c'est possible. Mais ça dépend énormément du professeur que tu as, en vérité. D'accord. Parce que d'une année à l'autre, c'était très émouvant. Il y avait une année où j'ai plus accroché avec un professeur, d'autres beaucoup moins. Et ma dernière année, j'ai été extraordinaire parce que j'avais Pétroni de Saint-Rapt, qui est ma John Keating à moi, tu vois, et qui m'a rendu ivre, amoureux au possible de cet art-là, et qui m'a donné même un peu confiance en moi, en tout cas qui m'a donné envie d'avoir confiance en moi, ce serait plus juste de le dire ainsi. Et donc ça dépend beaucoup du professeur qu'on a. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la formation qui compte. Moi, j'ai raté, j'estime, un aspect de Florent qui est aussi la sociabilisation, puisque tu rencontres les futurs gens avec qui tu vas travailler, en vérité, à Florent. Et donc, c'est important aussi de parler avec les gens, même d'aller en soirée. Il faut faire ça. Et moi, j'ai refusé ce jeu-là parce que j'étais un peu handicapé social. Je savais pas parler aux gens. Et donc, c'était très compliqué pour moi. Le rapport humain, c'était très intense pour moi. Tout m'apparaissait comme une potentielle agression de ma sensibilité, quoi. Et ça, je pense que c'est un petit raté que j'ai eu à cette époque-là. Donc, je pense que l'école se situe là. C'est ça,
l'école, c'est tout ça l'école. Ouais, c'est l'écosystème un petit peu autour, les opportunités possibles. Oui, parce qu'après on va te dire, il y a des choses pas cool qui se passent à Florent. C'est vrai, mais en même temps, déjà, ça te prépare au métier parce qu'il y a des choses pas cool qui se passent dans le métier, tu vois, voilà, d'une manière générale. Et puis, donc, ça te prépare aussi à cette espèce de concurrence, parfois injuste, mais la vie n'est pas juste de manière générale. L'accès au métier n'est pas juste non plus. Vrai, Donc, peut-être que le meilleur moyen de t'y préparer d'une certaine manière, c'est. Après, il y a des comportements qui sont inacceptables, bien sûr, et qu'il faut condamner. Mais pour autant, moi, j'ai eu quand même de très bons moments. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir une professeure, comme je te disais, qui m'a. Rien que pour cette année vécue avec elle, ça valait les 4 années, ça valait cette école. Du coup, ok, donc t'as fait 4 années là-bas, et quelle est la chose la plus importante que tu as apprise ? La chose la plus importante que j'ai appris... Ah, c'est une bonne question, ça. La chose la plus importante que j'ai pu apprendre au cours Florent, la résilience. Je pense que ça démarre là, parce que tu passes des concours, et les concours d'accès aux écoles nationales, quand t'es comédien, à ce moment-là, c'est le Graal. Dans ta tête, si tu les as pas, tu ne seras pas comédien. Tu ne feras pas ce métier, tu vois. Faut imaginer, c'est-à-dire que tu te prépares pendant 3 ans. C'est un petit peu comme à l'école quand tu reviens quand t'es plus jeune en te disant bon, la seconde, la première, et la terminale, par contre, si t'as pas ton bac, t'as rien, tu vois. Dans ta tête, c'est un peu ça. Là, c'est pareil, première année, tranquillou. Deuxième année, en soirée, sympa, les quais de lourd, on va faire une pétanque là-bas. Super, hyper cool. Troisième année, les concours. Et là, le CNSAD, et là, l'école d'Anières, et là, toutes ces écoles-là, dans ta tête, si tu les as pas, déjà, s'il n'y a pas ton nom sur la liste, t'as l'impression que les autres vont penser que t'es mauvais, toi, tu vas te raconter que tu l'es encore plus, et puis tu penses surtout que tu ne feras pas ce métier. Ce qui n'est pas vrai, mais ça devient importantissime, et donc, moi, je les ai ratés un nombre incalculable de fois. J'ai raté 4 fois l'Atlas Libre, j'ai raté 3 fois le conservatoire, et le Asnières, je l'ai raté combien de fois? Parce que je crois que j'ai un record. Non, 3 fois, je crois. 3 fois. Mais malgré tout, tu as persévéré. Enfin, je veux dire, tu l'as quand même repassé à chaque fois en te disant je veux absolument y arriver. Parce que tu te dis que ça reste une voie d'accès assez royale pour. En tout cas, ça te donne de quoi travailler, de quoi savoir où tu vas travailler pendant 3 années supplémentaires. Tu rentres au Conservatoire national d'art dramatique. Pendant 3 ans, tu es dans cette école-là à nouveau. Donc, en fait, je crois que il faut se l'avouer, il y a une part du comédien qui cherche à rentrer dans les écoles nationales parce qu'elle a aussi peur du vide qu'il y aurait si elles ne sont pas là. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans ces écoles, c'est à toi de te faire toi-même. Vas-y, va faire ta bande démo, monte ton spectacle, participe à un Avignon, tu vois, etc., etc. Et ça peut être un peu vertigineux. On se dit au moins pendant 3 ans, je suis dans cette école, c'est confortable, ça a une forme d'aura et de prestance. Donc quand tu les as pas, ça peut être assez terrifiant. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis parce qu'il y a le côté sécurisant, mais il y a aussi le côté un peu tampon de légitimité. Oui, en fait, tu as tout dit. Légitimité, c'est le maître mot pour beaucoup d'artistes de manière générale. Oui. Et les comédiens ont ça de manière très forte, c'est-à-dire que c'est très difficile de s'accorder de la légitimité. Je le sais maintenant que la légitimité, c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. Je crois vraiment. T'as réussi à te détacher de toute validation extérieure ? J'ai la sensation, tu vas me dire si tu la partages, mais non pas que je n'ai pas besoin d'être validé à l'extérieur comme chacun, comme tous les êtres humains, mais j'ai la sensation que, disons que la confiance en soi, c'est une forme de réceptacle, et si on attend qu'il soit rempli que par les compliments des autres, c'est une forme de tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que le truc, t'as beau le remplir, ça va couler, quoi. Ouais, et tu vois, il sera jamais, si c'est pas tapissé par un peu de confiance que tu t'es accordé à toi-même en disant je sais ce que je vaux, je sais qu'il y a une nécessité dans mon art, je pense que qu'on aura beau te faire des compliments, tu vas pas les entendre. Par contre, on va te faire une remarque, celle-là tu vas bien la capter et tu vas devenir un peu fou, quoi. Tu vas l'amplifier et ça va te détruire. C'est la fin. Non, bien sûr. C'est ce que je crois. Je peux changer d'avis le mois prochain, c'est possible. et du coup, dans ton parcours, tu as ressenti beaucoup, toi, ces doutes, ces remises en question. Énorme. Énorme, mais je continue. Rien n'est figé, tu vois. Je viens pas ici parler comme quelqu'un d'accompli ou comme quelqu'un qui aurait réussi quoi que ce soit. Non, je continue à me prendre la tête, à devenir dingue. J'ai un seul en scène qui arrive, je peux m'arracher les cheveux dessus. Et ça va continuer, mais je crois que ce qui a changé, c'est le rapport que j'ai avec cette incertitude. C'est-à-dire que maintenant, il y a une forme d'acquiescement quand même qui se mêle à ça. Ça fait partie de tout ça. Je pense que si on voulait entrevoir la sérénité d'une manière pérenne, il fallait pas se lancer là-dedans. Il fallait faire autre chose. Oui. Je pense, tu vois, que ce vertige, ce doute, tu te réveillais un matin et tu étais sûr d'un quelque chose que tu avais fait la veille. Et là, ça t'apparaît d'être pitoyable, tu vois ce que t'as écrit, tu relis, c'est pas possible d'être aussi mauvais, ça fait partie du métier, faut l'accepter. Et quand on passe pas du coup directement par ces voies royales de grandes écoles, de conservatoires, etc., comment on passe d'une passion à une carrière concrètement? Quels sont les outils, les choses qu'on met en place? Moi en général je donne très peu de conseils, tu vois, par exemple, j'ai pas pour habitude d'en donner, mais je pense qu'il faut faire tout simplement. Ça paraît effarant de banalité ce que je dis, mais on peut
faire une bande démo, c'est possible, on peut le faire tout seul. On peut écrire un texte, c'est possible, on peut le faire tout seul. On peut ensuite monter sa compagnie, se renseigner pour savoir comment on le fait, pour entreprendre un Avignon. On peut aller faire des rencontres, on peut parler avec les gens, on peut converser, on peut dialoguer, on peut discuter, on peut échanger de projets. Parce que ça va se faire là aussi, puisque des bons comédiens, des gens qui jouent bien, il y en a plein. Ouais. Mais il y en a plein. Des gens qui peuvent jouer les rôles qu'on convoite, il y en a des centaines. Il faut se dire qu'il y a 100 personnes qui peuvent le jouer ce rôle. Après, c'est ce que je dis aux gens, en général, quand ils me demandent, des gens avec qui on a envie de travailler, il y en a déjà un peu moins. C'est vrai. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont des caractères. Ouais. Il y a des gens qui sont insupportables. Il y a des gens qui arrivent en retard tout le temps. Il y a des gens qui font la gueule quand tu leur fais une remarque. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas une accessibilité directe à la gaieté et à la joie d'être là et d'entreprendre. Et donc, t'as pas envie de travailler avec eux. Je crois. Oui, que l'attitude finalement, Ouais, c'est je aussi pense. important que le talent en lui-même. Bah, je crois. Hein. Dans ce métier-là, c'est hyper important puisque si une troupe de théâtre, c'est comme une équipe de foot. Tu vois, t'as envie d'avoir des bons partenaires, t'as envie d'avoir des gens avec qui tu vas t'entendre, parce que tu vas lui envoyer une réplique qui va t'envoyer, tu envoies la passe, il te renvoie la passe. Bon, c'est une vie, quoi. Donc t'as envie de t'entendre avec les gens avec qui tu vas travailler. Ouais. Parce que c'est pas juste chacun est dans son bureau, fait sa tâche et salut Roger, je rentre au bureau, je rentre chez moi, tu vois. Oui, bien sûr. Non, là, on va vivre ensemble une aventure, on va recevoir des émotions qui seront communes. T'as envie de recevoir des émotions communes avec des gens que t'apprécies. Je suis assez d'accord avec ça. Quand t'as voulu te lancer, tu parlais de ton seul en scène que tu as écrit aussi. Ouais. C'était quoi un peu la démarche de ce projet? Quel était le but? C'était un challenge pour toi de se lancer seul aussi? Bah, oui, parce que je pense que dans ma paresse, il y avait beaucoup d'arrogance. C'est ce que je défends dans le roman que je viens d'écrire, Okay. Qui paraîtra peut-être, sait-on jamais, et c'est une thèse que je défends, c'est-à-dire que je pense qu'il y a parfois chez l'artiste une part de lui qui pense secrètement, même si on ne dirait pas parce qu'il manque de confiance, mais il pense secrètement qu'il est tellement génial que l'univers, à un moment, va bien s'en rendre compte et va finir par le chercher pour révéler à tout le monde, un monde en plus qu'il n'est même pas sûr d'aimer, son talent, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a, dans une forme de paresse, un peu d'arrogance. Voilà, c'est ce que et moi, j'étais vraiment là-dedans. D'accord. C'est-à-dire que je faisais pas, ou je faisais à moitié, ou même à Florence, je passais par intermittence, histoire de, tu vois. Et quand arrive le Covid, juste après les concours, et donc, dans ma tête, le jeu est terminé, quoi. Oui. T'as pas les concours, les théâtres sont fermés, tu deviens aigre en plus. Ça, c'est terrible parce que tu as la tentation de l'aigreur. C'est-à-dire que tu vois les gens faire des projets et tu finis par médire tout seul dans ton coin, tu te racornis sur toi-même en disant ils sont nuls. Ou tu sais, t'es à la fois dans un complexe d'infériorité de j'y arriverai jamais et de supériorité de je sais que je vaux mieux que vous, je vaux mieux que. Tu vois ce que je veux dire? T'as les deux qui se mélangent en même temps, c'est très curieux quand même comme sensation. Et donc tu deviens ça, qui est pas une version géniale de ton humanité, mais elle existe. Tu vois, mais tu deviens ça. Et donc, je pense que le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de faire l'étalage de son ombre, de la foutre sur la table et de dire ok, il y a ça chez moi. C'est un peu comme le lapin pris dans les phares. Une fois que c'est dévoilé, ça a tendance à disparaître, tu vois. Mais il faut se le révéler. Et donc, quand je me suis révélé ça, après, je me suis dit, ok. Donc, il y avait de l'aigreur chez moi. Le fait de ne pas avoir eu les concours aussi, il y avait beaucoup d'aigreur parce que tu te dis, le récit qu'on peut te faire sous-entendre, c'est ils ne t'ont pas vu. Ils n'avaient pas les yeux pour te voir. Non. Alors, spoiler alerte, non. Oui. Il y avait des gens meilleurs que toi à ce moment-là. Ils l'ont eu. Tu l'as pas eu. Voilà. Oui, c'est un concours. Ouais, c'est voilà, ça. point barre. Ouais, bien sûr. Ils ont été dans cet exercice meilleurs que toi. Oui. Et c'est comme ça. Tu sais, c'est pas facile à entendre. Ouais. C'est autre chose que oui, mais je pense que je vais pas tomber sur un bon jury. Tu vois, Oui, c'est des pareil. excuses finalement. Ouais, voilà. C'est des excuses. On peut choisir la voie de l'excuse. C'est une possibilité, tu vois, humaine. On peut le faire. On peut dire c'est par là que je choisis de narrer ma vie. Mais je pense que c'est périlleux et que c'est surtout pas productif. Ah, bien sûr. Voilà. C'est un frein. Ouais, c'est un frein. Parce que le cerveau est extraordinairement productif, lui, pour le coup, pour t'entretenir là-dedans. Oui. Et donc, comment tu fais pour te défaire de ce récit-là? Et donc, à l'époque, pour répondre à ta question, parce que j'ai pris des détours improbables pour y advenir, et j'en suis désolé, mais j'avais le directeur du théâtre des Déchargeurs, avec qui je jouais dans l'écume des Jaux, qui m'avait vu dans cette troupe-là lire à un moment une lettre que j'avais écrite pour le personnage pour celle qui jouait Chloé. C'était un exercice qu'on avait fait, écrire une lettre d'un personnage à un autre. Il m'avait dit, moi je suis directeur du théâtre des Déchargeurs, tous les premiers lundis du mois, j'invite un auteur à venir lire ces textes. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Il m'a dit, ce sont des poèmes. Est-ce que tu écris des poèmes? J'ai dit oui. Et c'était pas le cas. J'ai menti. Parce que je me suis dit, au moins, j'ai une date. Le 9 janvier, il faut que j'arrive avec 1 heure de texte à moi. Une heure de texte? 1 heure de texte. Ah, mais c'est énorme à en moi. plus. C'est énorme. Tu vois, 1 heure de texte. Alors, normalement, les gens viennent avec des poèmes qu'ils ont écrits, ils les lisent simplement. D'accord. Et moi, je jouais plus. C'était la fin du Covid. J'avais raté les concours. Donc je me suis dit, non, je vais l'apprendre. Je vais l'apprendre et je vais en faire une histoire.
et je vais le dire devant les gens. Et après, c'est devenu un seul en scène et on a la chance de le reprendre 4 ans plus tard à la Scala, à Avignon cet été. On va voir ce que ça donne. Génial. L'histoire sera encore plus belle si ça marche. Si ça marche, je reviendrai et je te dirai, c'est extraordinaire, tu vois, ce qu'on a vécu, tu vois, ça valait le coup. Oui, c'est savoir saisir aussi les opportunités et se lancer, se jeter à l'eau. Les attraper, vraiment. Vraiment, il faut les attraper. Le Carpe Diem que j'ai eu la chance de redéfendre en jouant le Cercle des Poètes Disparus pendant 2 ans, et qui peut nous sembler être une formule un peu surannée, un peu ringarde, presque un vieux tatouage un peu bidon sur un poignet, voilà, a quand même des vertus. Qui est Neil Perry et en quoi ce personnage a changé ta vie? Neil Perry, c'est vraiment... Oh, il est extraordinaire, ce personnage. Parce que le Cercle des Poètes Disparus, c'est mon film préféré. Ça l'était avant? Oui. Ok, je l'ai vu 50, 60, 70 fois. C'est incommensurable. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire le nombre de fois où j'ai vu ce film. Pour te parfaire l'histoire, il faut que je te précise quand même que ma mère m'a appelé Ethan en hommage à Ethan Hawke, qui joue dans le film le rôle de Todd. Hein, quand même, tu vois, il y a toute une histoire. Pour te dire encore plus, là tu vas voir à quel point on va retomber sur nos pattes, même si on dirait que je pars dans tous les sens. Mais tu vas voir que ce seul en scène que j'avais joué le 9 janvier, j'avais 2 amis qui étaient venus dans la salle et qui m'ont dit, Ethan, et eux pareil, ils travaillaient plus, il faut qu'on fasse quelque chose, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un Avignon cet été? Je dis oui, viens on fait un Avignon cet été. On savait pas quoi faire. Et je leur dis, moi il y a un spectacle que je rêve de monter, c'est le Cercle des Poètes Disparus, parce que c'est mon film préféré. Donc on s'est renseigné pour avoir les droits. Donc on appelle les États-Unis d'Amérique, allô les États-Unis, et ils nous disent bah non. C'est mort. Voilà, ils les auraient jamais. Et ils nous disent, ils ont été vendus depuis 10 ans. On peut pas vous dire à qui, mais peut vous dire une seule chose. En gros, allez vous faire voir. Ils étaient pas très sympas en plus. Ils étaient un peu secs. Ils sont pas dit allez vous faire voir, mais c'était un peu sec. En mode, bon, dégagez-moi les Frenchies, quoi. Et on abandonne, donc, nécessairement. Et 2 mois plus tard, l'audition pour le monter au Théâtre Antoine tombe. Et j'aurais pas pu la voir normalement parce que c'était que transmis aux agents. Et c'est parce que j'avais un des amis qui avait voulu monter un spectacle avec moi, qui était venu le 9 janvier voir Le Garçon Nuage, mon seul en scène. C'est lui qui m'a envoyé l'annonce en me disant vas-y, il faut qu'on participe tous, c'est incroyable. Et j'ai mis un peu de temps à participer parce que j'étais retombé dans la dépression saison 2 et série sur Netflix, incroyable. et je me suis dit non, vas-y, il faut que j'envoie ce mail quand même. Je l'envoie un petit peu tard, il y avait plus de place normalement, mais c'est parce que j'ai précisé dans le mail, je me permets juste de vous dire, c'est mon film préféré. C'est lui qui m'a donné envie de me mettre à la poésie. Enfin, c'est lui qui m'a fait aimer la poésie et les grands mots. Et je m'appelle Ethan notamment en hommage à ce film. C'est parce que le metteur en scène a vu ça dans le mail qu'il s'est dit ah bah lui, il faut le voir. Ah ouais. Donc tu vois, t'es sincère non, et c'est fou. Et tu te dis l'histoire est extraordinairement bien faite. Ouais. J'arrive le jour du premier tour, qui est le 8 mai 2022, donc le jour de l'anniversaire de la fille avec qui j'étais et pour qui j'avais écrit le seul en scène dont je te parle. Et on venait de se séparer ce jour-là, d'ailleurs. Et je passe au premier tour mon extrait de seul en scène que j'avais écrit et que mon ami était venu voir. Donc si tu veux, il y a une boucle extraordinaire que je vais boucler là maintenant en allant à Avignon jouer Le Garçon Nuage, le rejouer dans une belle salle, qui fait que moi qui étais assez sceptique, tu te dis c'est pas possible, il y a des anges qui ont conspiré à tout ça, il y a trop de choses quoi. C'est hallucinant. On dirait une sorte de prophétie. Mais grave, c'est improbable. Et donc pour répondre à ta question, parce que j'ai toujours pas répondu à ta question, Neil Perry, il a le feu. Tu sais, il a la flamme de ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose de lui qui veut exister à travers l'art. Voilà. Il y a une forme bouillonnante qu'il habite et qui aspire à exister à travers la création. Et il sait pas où, et ça rentre en totale contradiction avec son père, etc. Alors, bon, moi c'était beaucoup moins violent avec mon papa, grâce lui en soit rendue, mais j'avais aussi cet élan de je sais pas où ça, il y a quelque chose qui veut naître, mais je ne sais pas où. Et donc, je partageais avec lui cet enthousiasme, même si lui est très à l'aise avec les gens et c'était l'élément moteur et fédérateur du groupe. Très drôle de jouer ça, alors que moi j'étais vraiment le fond, le timide avec la capuche sur la tête qui parlait à personne. Voilà. Et directement, tu auditionnes pour ce rôle, du coup ? Non, tu passes un premier tour, tu passes ce que tu veux, donc moi je passe mon seul en scène, comme je t'ai dit. Et deuxième tour, il commence à te distribuer en te disant essaye ça, tu vois, parce qu'il y avait 6 rôles de garçons, c'est une espèce de boys band qui devait, tu vois, réussir à former. Et il me donne assez vite Neil, et je vois que je partage avec lui trop de choses, cet enthousiasme, cette flamme qu'il a. Ouais, c'était un bonheur. En plus, après, je me suis coupé les cheveux de manière j'avais les cheveux assez courts, un peu comme lui, et beaucoup m'ont dit que je lui ressemblais beaucoup à l'acteur, à Robert Sean Leonard. J'ai un message d'ailleurs de Robert Sean Leonard qu'on m'a envoyé. Ça, c'est incroyable. Qu'on m'a envoyé une fan qui a dit Hi Ethan et tout. Alors j'étais comme un dingue. Extraordinaire. Et donc c'est beaucoup de choses pour moi ce personnage. Tu peux te dire ce personnage, je peux pleurer devant toi. Bon, je vais pas le faire. Je me dis ça doit être quand même difficile d'interpréter un personnage que tu. Enfin, il y a déjà un film, tu vois.
un film que tu connais très bien, que tu adores. Comment t'as réussi à prendre la distance et à t'approprier aussi ce personnage, tu vois, ce rôle? T'as raison, c'est très dur. C'est très dur parce que, en plus, tu aimes le film. Donc, tu te dis, je vais pas le trahir. Et il y a une frontière qui est très fine entre ne pas trahir et recopier. Oui, c'est assez fin, tu vois, comme frontière. Je pense que c'est les autres qui m'ont beaucoup aidé. Ça paraît très vaseux ce que je vais dire. Mais comme eux étaient pas pareils, ils avaient pas la même admiration pour le film, ils l'avaient vu qu'une fois ou deux, ou ils l'ont vu pour la pièce, ils avaient une personnalité qui était très propre. Et donc, ils m'ont aidé à trouver la mienne, tu vois. Parce qu'ils étaient un peu différents du film. Et je pense qu'eux m'ont beaucoup aidé. Ouais, je pense que c'est eux qui m'ont beaucoup aidé. Et donc directement vous arrivez donc six mecs pour faire tout ça. Comment ça se passe concrètement les premières répétitions C'est vertigineux parce que le casting a duré pendant 1 an. C'est-à-dire que je passe le casting en 8 mai 2022. Je sais que je suis pris en juillet 2023 et on monte le spectacle à partir de septembre. Okay. Entre ça, il y a eu des lectures et des lectures et des lectures. Donc on l'avait beaucoup lu et là le metteur en scène a une idée géniale. Je l'adore. Il dit on va partir 4 jours à la campagne, ensemble, et on va apprendre à se connaître. On va pas travailler, on apprend à se connaître. Personne ne fait ça. Mais quelle belle idée. Mais personne ne fait ça. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Et donc là, on se découvre, il dit, parce que je veux recréer cette ambiance, cette camaraderie qu'ils ont, ces élèves-là à l'écran. Moi, c'est parce que le metteur en scène adore le film, il dit, je veux la sentir. Et en plus, il a un talent extraordinaire, ce metteur en scène, en plus d'avoir des idées de scénographie extraordinaires, c'est qu'il sent les humains. Moi, je l'appelle coach. Parce que moi, c'est coach, c'est le coach. Il sent les hommes. Il arrive à savoir si les énergies vont matcher entre elles. Et ça, c'est un talent extraordinaire. Il prend que des gens qui sont humainement disponibles, accessibles, très sensibles. Et donc, on est tombé amitié, j'allais dire. Tu vois, ça veut rien dire, mais c'est pour te dire, on est tombé amitié. Voilà, on est tombé amitié avec ces gars-là. C'est devenu des amis très proches, quoi. C'est fou. Mais je pense que c'est un talent indispensable quand on est metteur en scène ou réalisateur de savoir faire ça, tu vois. Parce que tu peux prendre en fait des excellents comédiens, mais s'il n'y a pas de synergie entre eux, le projet, il va pas, il y aura mais c'est comme quand tu prends, il prenait le bon exemple, parce qu'il adore le foot comme moi, du PSG, tu sais. À un moment, il y avait Messi, Neymar, Mbappé. Bien sûr. Super. Bon, ils ont rien gagné parce que, il y avait 3 égos de fous furieux, il y avait qui c'est qui tire le penalty, tu vois. Et alors que, après, en faisant une équipe avec à peu près moins de noms, en tout cas moins de stars internationales, la cohésion s'est faite parce qu'elle a été fédérée autour d'un projet commun, etc. Et il adore faire des parallèles avec le foot et j'en fais beaucoup aussi. Parce que c'est la foot, c'est toute ma vie. Parce que tu veux être commentateur de foot, oui, finalement. Je veux être commentateur. C'est important que tout le monde... En tant qu'acteur, qu'est-ce qu'on attend d'un metteur en scène? Parce que tu vois, je sais qu'il y a des retours qui peuvent aider et des retours qui peuvent un peu bloquer ou brusquer. Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est pas du tout la même chose en fonction des comédiens. D'accord. Il y en a qui ont besoin d'être... d'être un peu brusqués. Il y en a qui ont besoin qu'on soit très doux. Tu vois, qu'on les prenne un peu par la main en disant qu'on lui fasse pas trop de remarques parce que sinon il le prend mal parce que on lui fait des remarques devant les autres et donc il peut... Donc ça dépend vraiment des comédiens. Moi, j'ai besoin de quoi? Je sais pas. Je pense que j'ai besoin de me projeter dans l'univers du metteur en scène. J'ai besoin d'aimer ce qu'il fait. D'accord. Tu vois, j'ai besoin d'aimer. Et Olivier Resse, j'adorais la vision qu'il avait du film. J'adorais tout ça et donc il aurait pu me demander n'importe quoi et être parfois un peu plus brusque ou parfois un peu plus doux. Je rentrais dans le truc parce qu'en fait j'étais concerné avec lui et j'avais envie, tu vois, d'aller au bout. Donc certains jours, forcément, quand on commence à se rapprocher de la première, c'est un peu plus comme ça parce qu'il faut qu'on y aille, les gars. Et d'autres jours, quand on a un peu plus de temps, ça peut être mon chaton et tout, etc. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne méthode, c'est en fonction du moment, c'est en fonction de... Et le comédien, je sais pas trop ce qu'il doit attendre. Le comédien, lui, son travail, c'est de poursuivre le rêve qu'a eu le metteur en scène. Oui. Tu vois, et dans cette poursuite du rêve qu'il a eu, faire des propositions qui vont l'aider à étayer sa rêverie, tu vois. C'est ça le rôle d'un comédien. Le metteur en scène a une vision du truc, nous on doit s'inscrire dedans, et dans cette inscription qu'on s'est fait, dans ce spectre-là, tu vois, de la création, on doit nous aussi proposer des choses. Faire, ça j'avais pas vu. C'est ça le rôle du comédien. Mais c'est dur de trouver cet équilibre du côté acteur comme du côté metteur en scène. C'est pas simple. Faut mettre des guidelines, des... Oui. Je sais pas le mot. Oui, parce que... Non, mais t'as raison. Mais en même temps, laisser place à l'improvisation et à la magie un peu qui peut se produire. Alors, il y en a qui ont... Ça dépend après, tu vois, parce qu'il y a des metteurs en scène qui ont une idée terriblement précise de ce qu'ils veulent faire. Oui. Je dis pas ça d'un point de vue péjoratif du tout, tu vois, chacun son truc. Ou, par exemple, la phrase, c'est à la note près, faut que tu dises comme ça. Pas comme ça, tu vois, ils ont la note, ils ont le la bémol, tu sais, il faut utiliser la bémol, hein, tu m'as fait un si là. Tu vois, sur une phrase, ils ont vraiment le... Et il y en a d'autres. Olivier, par exemple, je sais que un moment, mon personnage joue un personnage, parce qu'il passe, il joue au théâtre, et il joue le rôle de Puck dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. D'accord. Et là, par exemple, il ne m'a jamais dirigé. Il m'a dit, c'est carte blanche. Tu t'es nourri de ce qu'a eu le personnage jusqu'à ce moment-là. Donc c'est son moment. Il doit passer sur scène pour la première fois de sa vie. Pense à ça.
et le personnage en lui-même, fou, fantasque, comme tu le veux toi, avec ta fragilité, carte blanche. Plein de metteurs en scène on va dire non, on va le cadrer, tu vas faire ce mouvement-là et tout, etc. Moi, c'est très agréable pour moi d'avoir ça parce que c'est un personnage en plus un peu loufoque, un peu diablotin, donc tu peux y aller, quoi. Tu peux te faire plaisir dans la fantasmagorie, dans l'espièglerie, qui sont des choses assez chouettes à jouer en plus, dans la clownerie même. Mais ça dépend des metteurs en scène. Mais je trouve que c'est ça, justement, toute la difficulté du métier de comédien. C'est à la fois, d'un côté, tu dois être dans la performance et dans la technique pure de « Ok, la personne veut ça, il faut absolument que j'aille là. » Et comme tu dis, je fais un si bémol là, etc. Mais d'un côté, être hyper fort en improvisation et pouvoir switcher de l'un à l'autre à tout moment, quoi. Tu sais, en fait, c'est marrant parce que j'ai repensé à ce que tu viens de dire en repensant à la naissance même du théâtre. Nietzsche pensait, je vais citer Nietzsche, attention. Nietzsche pensait que la tragédie était née de la collusion de deux énergies, à savoir l'apollinien, donc qui vient du dieu Apollon, et donc c'est le dieu de la forme, de la maîtrise, de la rigueur, tu vois, et Dionysos, donc l'ivresse absolue, l'exaltation, le chaos d'une certaine manière humain. Et qu'en fait, c'était l'équilibre de ces deux forces qui avait créé la tragédie grecque. Voilà. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en tant que comédiens, on doit réitérer la danse un peu folle de ces deux divinités tous les soirs. Parce qu'on a un assemblage de formes, on doit rentrer à ce moment-là sur le plateau, la lumière est placée à un endroit précis, on doit sortir notre réplique après celle-là parce que le gars a dit ça, donc nous on doit dire ça maintenant à ce moment-là. Et dans cet écrin, tu vois, très formatif, on doit pourtant se laisser envahir par une forme d'ivresse dionysiaque qui doit nous mener, nous laisser l'accès à l'émotion la plus totale et à la sincérité franche du personnage. Et sincérité franche, ça veut rien dire, mais t'as compris l'idée. Oui. Et, voilà. Et donc, je trouve ça intéressant parce que cet équilibre-là entre les deux qui a, selon Nietzsche, mené à la création du théâtre, c'est un truc que nous, on doit encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, en tant que comédien, reconvoquer. Je trouve ça assez joli. Comment tu te prépares pour un rôle ? Ça dépend du rôle. Okay. Par exemple, j'avais joué Nikola Tesla dans Le Scientifique, dans une pièce qui s'appelait Lumière, qu'on avait joué au Festival d'Avignon. Et donc, il fallait que je parle comme ça pendant toute la pièce. Et j'avais écouté des interviews de Novak Djokovic, parce que c'est le seul Serbe que je connaissais qui parlait français. Donc, j'écoutais des interviews comme ça et j'essayais de répéter. Donc, ça peut être ce genre de choses. Et après, j'écoutais des podcasts sur lui parce que j'avais besoin de me nourrir de sa folie à ce personnage, etc. Ça peut être dans la relecture du texte, quand c'est un grand texte, parce que tout est dans le texte. Tout est dans le texte, surtout pour les grands personnages. Ouais. C'est tellement riche que il faut l'entendre d'une manière, puis d'une autre. Donc ça va dépendre. Ouais. Et tu as des conseils justement pour mémoriser un texte ? Alors pas pour mémoriser, puisque la mémoire c'est très ingrat. Je pense que c'est très... la répétition. C'est très circonstanciel. Ça dépend vraiment des individus. Il y en a qui ont naturellement une bonne mémoire et d'autres c'est plus compliqué. Il y a plein de méthodes pour la développer. Je suis pas du tout un expert en la matière, donc je ne m'avancerai pas nécessairement sur ce sujet-là. Par contre, ce que je sais, c'est que il faut quand même veiller à l'apprendre de la manière la plus neutre. Parce que sinon, la tentation, c'est évidemment de l'apprendre. Ça va plus vite avec une musique. Nanana. Tu vois, c'est plus facile d'apprendre un texte comme ça parce que tu lui as accolé une forme de mélodie, donc ça va plus vite dans l'apprentissage. Sauf que quand on te demande en jeu de te défaire de la mélodie, c'est beaucoup plus dur. Ouais, tu fiches déjà un truc. Ouais, c'est dur. Et en fait, tu l'as tellement entendu comme ça que c'est dur de faire ça. C'est beaucoup plus dur. Alors que si tu l'apprends comme ça, sans intention, tu peux après fluctuer. Le metteur en scène doit pouvoir faire de toi une pâte à modeler. Tu dois vraiment te modeler comme il veut, quoi. C'est assez jouissif, et pour lui et pour toi en plus, parce que tu vas pouvoir explorer, etc. Oui. C'est très dur quand tu as appris ton texte avec une mélodie. J'ai l'impression que dans le théâtre, il y a un petit peu deux manières de jouer, qu'il y a un truc très organique où il faut ressentir à 100% toutes les émotions, et il y a un autre truc qui est plus mécanique dans la forme, mais qui permet de singer, de mimer un peu une sorte de jeu. Comment est-ce que toi, tu te situes là-dedans, et qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très bonne question. J'en parle dans mon roman. Non, mais c'est une bonne question parce que c'est l'équilibre entre la technique et l'instinctif, finalement, tu vois, d'une certaine manière. Je crois qu'il faut une base technique. Parce que je sais qu'il y a pas mal de comédiens qui se laissent jouer. C'est-à-dire que en fonction de l'énergie qu'ils ont à ce moment-là, ils vont jouer le rôle de telle manière. Donc c'est intéressant parce que tu vas être nécessairement plus au présent. Simplement,
si ton énergie elle est comme ça aujourd'hui et que donc tu joues comme ça, bah Muriel au 14e rang, elle t'a pas entendu en fait. Ouais. Donc tu vois, donc il y a quand même une base technique à avoir pour que en fait déjà tout le monde t'entende, parce que c'est quand même un objet performatif. C'est-à-dire que on doit pouvoir tous, ça doit être intelligible pour tout le monde doit pouvoir comprendre. Le théâtre, c'est un peu ingrat parfois dans la disposition parce qu'il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Donc tu vois, donc tout ça, c'est à réfléchir. Et donc, comme je te disais, on revient finalement à Dionysos et Apollon, quoi. Être très apollinien sur la technique, le placement de la voix, la manière de t'échauffer, de préparer ton corps à se mettre dans des situations pour te permettre de cheminer, on l'espère, ce soir-là, vers une forme de grâce dionysiaque qui va te laisser l'accès à l'instinct, etc. Mais je pense qu'il faut une assise technique, et je pense même que c'est l'assise technique qui permet l'accès à la grâce. Oui. Voilà. C'est plus t'es préparé et plus tu peux laisser de place à l'impro. Parce que sinon, t'es pas en confort, t'es en inconfort si t'as pas ta base technique. Tu sais que tu peux, j'allais dire te reposer, parce qu'on n'est jamais vraiment reposé sur scène. Vraiment, on est toujours dans une forme d'intranquillité. Mais au moins, il y a ça. Il y a ce corps qui sait où la voix doit se placer. Parce qu'il y a certains soirs, on va pas se mentir, on n'y est pas. Oui. Tu sais, c'est joli parce que on n'y est pas. Il n'y a pas que les comédiens qui l'ont. Daniel Pénac, dans Chagrin d'école, Daniel Pénac est un auteur et qui était avant un cancre quand il était petit et qui est devenu ensuite un professeur. Et il dit, il y a pour moi ce que j'appelle le présent d'incarnation. Et il raconte certains cours où il enseignait, où il dit, je n'y étais pas. Je n'y étais pas, je sentais bien que j'incarnais pas ce que je racontais. Et ça va arriver. On ne peut pas jouer 350 fois et c'est pas possible. Ça va arriver. Ouais. Donc comment tu fais dans ces moments-là quand tu n'y es pas ? Parce que tu n'es pas une machine, donc tu es faillible. Donc c'est une vraie question, ça reste une grande énigme pour beaucoup de comédiens et chacun n'a pas la même voix. On adore tous se raconter que chaque date est unique et qu'on va... C'est vrai, mais la vérité c'est que si tu joues 6 fois par semaine pendant une longue durée, il y a des moments où la mécanique va être tentante, évidemment. Et donc, le meilleur moyen, je trouve, d'assurer quand même, c'est d'avoir d'abord une base technique qui va ensuite te permettre d'accéder plus amplement, je crois, à une forme de grâce, ouais. Et comment on évite d'user justement une émotion ? Bah, c'est une bonne question. C'est ça. T'as pas trouvé, toi, un petit peu... Si, je crois qu'il faut ne rien faire. C'est très dur au théâtre de pas faire, de pas fabriquer, de pas rentrer dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, tu vois, dans une espèce d'usine à fabrication du mot, de l'émotion, où je sais que le chemin pour y accéder, c'était celui-là hier, donc je vais le retrouver. Attends, il fallait que j'aille à droite, et puis là, j'appuie sur le bouton, et puis là, je pleure. Voilà, ça, c'est dur. Ouais. Mais c'est tentant. Mais je pense qu'il faut réussir à se défaire de ça, et donc à accorder quand même une confiance à pourquoi est-ce qu'on a fait ce métier, à savoir la mise en danger. Et la mise en danger, c'est le moment. C'est le moment. On va pas t'envoyer ta réplique de la même manière. Ah, on l'envoie comme ça. Ah. Donc, ça ne provoque pas la même chose, nécessairement. Ça ne peut pas provoquer la même chose qu'hier. Et après, faire confiance au texte. Faut pas être arrogant vis-à-vis du texte. Le texte, il y a tout dedans. Dans les personnages, il y a tout. Ouais. Donc, je crois que ça se joue là-dedans. Je crois, mais tu vois, ce sont de vaines hypothèses que je formule d'un jeune comédien qui a encore rien vécu, et j'en sais absolument rien. Réinterroge-moi dans 10 ans, je te dirai peut-être tout à fait autre chose. T'auras peut-être encore moins de certitude que tu en as là. Je serais peut-être en dépression saison 3. Ah non, je te souhaite pas vraiment. Ouais, merci. Comment est-ce qu'on trouve des castings dans le théâtre ? Comment on s'y prépare ? Et quelle attitude toi tu as quand tu vas en casting ? Ah, c'est une bonne question ça. Théâtre en casting, c'est plus compliqué. Il y en a beaucoup moins. Ouais. Il y en a beaucoup en comédie musicale, ça c'est assez chouette. C'est-à-dire qu'ils ouvrent vraiment, tu vois, sur Instagram, tu peux en trouver une et ça va être très libre d'accès. Ils ont de la patience parce qu'ils doivent recevoir, à mon avis, des centaines et des centaines de candidatures à ce moment-là. Mais des castings théâtraux, en général, c'est plutôt je t'ai vu là-dedans, j'aimerais bien te voir en essai pour. Ça se passe plutôt comme ça, en général. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la part de quelqu'un qui a raté tous ses concours, je t'avoue que. Mais pas tous ces castings. Pas tous ces castings. Ouais, voilà. J'en ai raté beaucoup et j'en rate beaucoup encore aujourd'hui. J'en ai plein de trucs que je n'ai pas eu là actuellement. On en parlera parce que le Molière ou quoi que ce soit, c'est pas gage de réussite pour la suite du tout. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Je crois qu'il faut viser ça. Il faut viser ce qu'on disait naïvement quand on était à l'école, c'est-à-dire amuse-toi. Tu sais, on disait ça bêtement, amuse-toi. Mais en vérité, je pense que rater un casting, c'est pas de pas l'avoir, c'est de pas être en capacité de mettre en corrélation ce que tu avais travaillé avec le moment où tu dois le présenter. Il n'y a rien de pire que d'avoir travaillé quelque chose et arriver au moment où tu dois le produire, de te voir être dépossédé de ce que tu sais faire. Tu vois ? C'est horrible de ne pas être à la hauteur de ce que tu te sais capable de faire. Ça, c'est horrible. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'amuser, entre grands guillemets, c'est pour retrouver ce que tu as travaillé. Et après, si tu ne l'as pas, mais que tu as réussi à appliquer ce que tu avais bossé, quel regret tu vas avoir ? Oui. Aucun regret.
Ah si, t'aurais pu plus travailler, peut-être, parce que t'as pas assez bossé. Mais si t'as bien bossé ton truc, que t'arrives le jour du casting et que t'arrives à faire à peu près ce que t'avais travaillé, en tout cas dans cette même énergie, cette même joie d'être là, parce qu'il faut aussi avoir ça, la gaieté de la présence, et que tu l'as pas, bon bah c'est pas toi, c'est tout. Mais il y a aucun regret à avoir, parce que le reste, la décision ne dépend plus de toi. Oui. Donc il faut être assez stoïcien sur ces trucs-là, pas laisser, d'implication émotionnelle trop forte là-dedans. Tu vois, d'intrusion, c'est le mot que je cherchais, d'intrusion émotionnelle trop forte, parce que tu ne vas pas être en mesure, toi, de décider pour les autres. C'est eux qui vont décider. Oui, t'as pas la main sur ton destin. T'as pas la main sur ton destin. Tout ce que tu peux faire, c'est réussir à... Et donc je pense que dans la préparation d'un casting, on le dit jamais, mais il y a la détente aussi. Il y a un jour de détente pour arriver là-bas et pas être... Parce que je fais une différence entre le stress et le trac. D'accord. Je pense que le stress, c'est hautement inhibiteur. C'est-à-dire que ça te dépossède. Ça a le pouvoir de te déposséder de tes capacités. Le trac, ça reste un truc fédérateur. Tu sens un... Mais on y va. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pareil. Mais je suis totalement d'accord. J'ai fait du théâtre, à des échelles très amateurs et tout. Mais je sais que quand j'allais sur scène sans avoir le trac, je me disais... Je vais rater. Okay. Ça va pas être bon du tout. Je trouve qu'il y a justement un track, un côté très positif, un côté très adrénaline et let's go, on est en danger et on trouve cet équilibre-là justement. Alors que quand tu l'as pas... Mais le track, ça te dépossède pas de ce que tu sais faire. Oui. Tu vois, tu restes en pleine capacité, en pleine aptitude. Alors que le stress, tu sais, d'un coup, ta voix se place pas bien, d'un coup, t'osais des gestes dans ta chambre, quand tu le répétais avec tes copains, là, t'oses plus... Ça, c'est terrible. Donc, c'est le contexte et le stress qui te dépossèdent un peu de tes capacités à ce moment-là. Déjà, je pense que le stress, c'est un indicateur. Ça veut dire que t'es pas au bon endroit. D'accord. On dit souvent ça, mais je pense que ça veut dire que tu mets de l'ego dedans. Parce que tu stresses qu'on te trouve pas aussi bien que ce que tu penses secrètement être, ou tu stresses parce que t'as envie de briller, tu stresses parce que... Donc, t'es pas là pour servir ton art. Alors, je sais que ça paraît vaseux de dire ça, servir ton art. C'est des grands mots comme ça, balancés par un insupportable gamin de moins de 30 ans pour l'instant. Mais c'est vrai. Oui. T'es pas là pour la bonne raison si tu stresses. Que quand t'es plus dans l'ego que dans l'art, les gens le voient et du coup... Ça se sent, ouais. Okay. Ça se sent, je crois. Et il y avait une chose aussi intéressante que t'avais dit sur le fait que quand t'es comédien, t'as pas la main justement sur ça, sur cette réussite, et que même si tu peux être excellent en casting, si en fait ça s'inscrit pas dans une synergie ou un esprit de troupe ou... Oui, tu corresponds pas à la vision, tu corresponds pas à la vision. Exactement. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le metteur en scène ou le réalisateur. Oui. En général, il a une idée précise. C'est ça. Il a son rêve en tête. Donc t'as beau être excellent, si tu corresponds pas à son rêve, tu peux pas le faire changer complètement et c'est pas grave. Il va savoir, tu l'as peut-être fait douter. C'est déjà génial. Le mec avait un rêve, il voyait le personnage blond aux yeux bleus, t'arrives, t'es brun, t'as bien fait ta scène, il fait c'est pas... Non, je vais pas le prendre, mais imagine, tu l'as déjà fait douter de son rêve. C'est énorme, t'as fait douter quelqu'un de son rêve. Ce serait déjà énorme. Tu ne le sais pas, il va pas te le dire. Tu sais que tu m'as fait douter de mon rêve, il va pas t'appeler pour te le dire. Il va que ça à faire, c'est normal. Mais ce serait déjà énorme. C'est quoi pour toi un bon acteur? Super question ça. Alors, mon ami, mécène, extraordinaire, personnage avec qui j'ai eu la chance de jouer le Cercle des Poètes disparu 350 fois dirait « Un acteur, c'est celui qui ne fait rien ». J'adore ça, il ne fait rien. Par contre, c'est là, il se passe tout. Et ça, je trouve ça assez joli. Je pense qu'un bon acteur a trouvé l'équilibre entre joie d'être là, sensibilité... un grand acquiescement à sa sensibilité et je crois aussi une forme de consentement à cette incertitude, au grand doute. Et c'est quelqu'un qui ne va pas dans la fabrication, qui ne fabrique pas, qui chemine vers son personnage et qui le laisse lui aussi approcher. D'accord, donc c'est la question d'une rencontre, de spontanéité. Ouais, je crois. Ok, et de perte de contrôle aussi. Aussi, mais avec une certaine base technique, bien sûr. Mais les acteurs les plus virtuoses, parce que tu sais, on dit tout le temps mais Jim Carrey, il en fait des caisses et tout, c'est vrai, mais attention, Jim Carrey, il fait rien, puis il fait quelque chose. Tu sais, c'est comme, je veux dire, il fait pas toujours là, il fait pas toujours ça, il fait pas toujours ses grimaces, il fait rien, il a un masque neutre, et d'un coup, paf, ça s'emballe. Oui. Il part toujours d'une base neutre. Cette neutralité, qui ne, je crois, on n'y a accès qu'avec une forme de détente. Donc, c'est dans tous les arts, c'est comme ça. Quand tu fais de la boxe, on te dit vas-y, détends-toi. Quand tu chantes, on te dit détends-toi. Quand tu fais du foot, on te dit détends-toi, fais ta passe à ce moment-là. La détente, ça semble être quand même la voie royale pour accéder à la grâce aussi.
Oui, et c'est quand aussi ça paraît souvent facile de l'extérieur qu'en fait il y a un gros travail qui a été fait en amont. La technique dont on parlait. La technique. Tu peux avoir la meilleure, on va revenir au foot, meilleure vision du jeu possible. Là, moi aussi, moi quand je regarde un match, je fais mais c'était là. Bah oui, mais moi tu me fous sur le terrain, je te l'envoie là-bas la balle. Ouais. Donc j'ai pas la technique pour la faire. Donc, Comment tu perçois la place du théâtre aujourd'hui dans une société qui est un peu guidée par les écrans? Bonne question. Je me suis beaucoup interrogé sur la nécessité de cet art, tu sais, puisque ça fait partie de ces arts-là, donc on se dit pourquoi continuons-nous? Après tout, il a certes plus de 2500 ans, ok, c'est très bien, il a bien servi, il nous a bien aidés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore pertinent? Je pense que oui, en vérité. C'est une question que je me suis posée sincèrement, sans faire le dogmatique, où je me disais parce que je suis membre de cette équipe-là, entre guillemets, il faudrait que je sois nécessairement partisan et supporter. Et j'ai essayé de m'interroger en me disant, sincèrement, est-ce qu'on a encore besoin de nous? Et je pense qu'il y a des questions, parce que l'art, c'est quand même le domaine de la question. On pose des questions, on est là pour ça, poser des questions. Et je pense qu'il y a des questions qu'on ne va se poser qu'au théâtre, parce que d'avoir des acteurs qui s'incarnent devant toi, je pense que ça ne crée pas le même rapport à l'histoire. Tu vas quand même voir des gens qui te racontent une histoire devant toi, donc il y a quand même avec l'oralité, sans la retouche possible, immédiate du montage, c'est vertigineux. Oui. Et je pense qu'il y a des émotions que tu ne vivras qu'au théâtre. J'y crois de plus en plus à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nécessité. En revanche, j'ai eu la sensation qu'il y avait un petit retard sur les réseaux, par exemple, de cet art-là. Et moi, j'étais le premier à être en posture méfiante, défiante, voire méprisante vis-à-vis des réseaux sociaux. Et je me dis pourtant que ça dépend simplement de l'utilisation qu'on en fait. Et que, regarde, il y a des super chaînes de ciné. Oui, il y a des super chaînes de peinture, il y a des super chaînes de littérature aussi, des gens que j'adore, que je suis en permanence. Donc moi j'essaie en ce moment sur Insta par exemple de parler de pièces, tu vois. Oui. Je me donne 3 minutes et j'essaie de parler d'une pièce de théâtre. Parce que je crois que le théâtre, il faut bâtir des ponts. L'artiste c'est celui qui bâtit des ponts aussi, quoi. On essaie de bâtir des ponts entre tous ces univers-là. Je sais que le théâtre, dans l'inconscient collectif, il faut être lucide. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas tout de suite relié à une idée de moderne. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un théâtre, bon, il pense à la poussière, il pense à un tapis rouge, il pense à globalement je vais m'emmerder. Voilà, il faut le dire, tu vois. Pourtant, la plupart des gens quand tu les emmènes voir une pièce qualitative, ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça parce que c'est une expérience unique. C'est une expérience unique. Je suis d'accord, moi je l'ai fait plusieurs fois là avec des proches qui sont pas très réceptifs à l'art de manière générale, qui connaissent pas le théâtre et tout, et qui sont ressortis un peu avec des étoiles dans les yeux en mode waouh. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ouais, exactement. Ces gens qui s'incarnent devant nous. Exactement. C'est incroyable. T'as l'impression d'être témoin d'un truc qui vient de se passer où tout peut basculer à tout moment. Tu as raison. C'est vraiment ça. Tu es témoin d'un truc où tu as la sensation, à la fois t'es invité, t'as payé ta place pour être là, et en même temps tu te sens presque impudique. Oui, tu sais, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je devrais voir ce que je suis en train de voir, tu vois? Et c'est cet équilibre-là qui crée chez le spectateur un rapport assez curieux et en même temps génial. À ce qui se rame, quoi. C'est génial, le théâtre. Et toi, justement, donc tu fais des vidéos sur Instagram pour parler de textes, présenter des textes. C'est dans cette optique d'éveiller un peu un nouveau public aussi et une envie d'aller voir pourquoi pas? Au début, c'est multifactoriel. Oui. Il y avait une envie, je me suis dit, ça va me reforcer à lire ces pièces, tout simplement, tu vois. À voir si je suis capable. Parler, c'est trahir de manière générale. Mais alors là, en 3 minutes, c'est encore pire. Parce que c'est biaisé par l'interprétation très personnelle que je vais en faire. Bien et en plus, je le fais en 3 minutes. Donc, c'est tronqué, c'est nécessairement tronqué ce que je fais. Mais j'essaye quand même de choisir un axe et de me dire je vais développer cet axe-là en 3 minutes sur cette pièce-là et de peut-être susciter l'envie quand tu auras une affiche dans le métro de cette même pièce-là de se dire ah j'ai entendu parler de mon rêve, voilà. Mais si ça peut être qu'une seule personne, ce sera déjà génial, tu vois. Qui dit ah bah j'avais vu une vidéo sur le misanthrope, je vais y aller tiens. Et parce que j'ai envie d'approfondir la chose et en fait je veux rompre l'idée qui consiste à dire ça me paraît inaccessible. Oui. Tous ces textes-là nous sont très accessibles. Ils sont simplement pas écrits de la même manière avec laquelle on peut parfois s'exprimer nous aujourd'hui, mais ils sont très accessibles. Sincèrement, ils parlent de nous. Ils parlent de nous. J'aime pas le mot vulgariser parce qu'il est pas beau en bouche. La sonorité est pas très flatteuse pour l'oreille, mais dans ce qu'il raconte, j'ai rien contre. Rapprocher, me faire connaître à un public non initié, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu as des recommandations de pièces de théâtre à aller voir justement en ce moment? Pour quelqu'un qui t'écoute, qui te dit tiens, pourquoi ne pas essayer? Ouais, ah oui, je suis allé voir Victor Hugo, extraordinaire. Okay. Alors c'est Barthes qui fait ça, il s'appelle Barthes le comédien, Barthes sur scène, extraordinaire, où en gros il pense que Victor Hugo aurait été le plus grand rappeur
s'il avait été vivant à notre époque. Incroyable. Et donc il se dit, mais par contre, ça aurait été sur quelle prod? Ça aurait été quel type de rap? Et donc il fait des tests, tu sais. Et ce qui est très malin, c'est qu'en plus de faire ce petit jeu temporel qui nous fait comprendre que entre la langue, dans les différents codes de langage, il y a quand même des ponts qu'on n'imagine pas. Oui. Pendant qu'il te fait ça, en même temps, il te raconte l'histoire de Victor Hugo. Et c'est très bien fait, c'est très drôle, c'est très bien incarné. Il fait ça en scène. Je trouve ça brillantissime. C'est une dernière claque que j'ai prise. Après, il y a Amadeus, qu'il faut aller voir, qui c'est le metteur en scène du Cercle des Poètes Disparus, avec Thomas Oliveres et Jérôme Kircher. Et qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre que j'ai vu récemment? Ah oui, Made in France. Extraordinaire. Moi, je suis pas du tout... J'ai un problème avec la politisation de tout, de manière générale. Et au théâtre, je trouve ça généralement très mal fait parce que c'est souvent moralisateur. Et j'ai du mal avec la moralisation. J'ai du mal à me dire qu'on me pointe du doigt en me disant c'est ta faute. En fait, je trouve que tu vas convaincre que des convaincus comme ça. Made in France, c'est un spectacle qui peut aborder un thème politique, mais qui le fait avec une finesse, avec un humour, avec un jeu de comédien extraordinaire, avec une écriture, d'une précision... Mais c'est extraordinaire, cette pièce, il faut aller la voir. Il reste 2 semaines, je crois, aller la voir, c'est... Ok. Ah ouais, ça c'est bluffant. Je l'ai vu 2 fois, moi qui suis le pire spectateur de France, qui n'aime rien. Je suis allé la voir 2 fois, si vous voulez. C'est vrai, tu aimes rien, t'as du mal à être convaincu, mais vraiment, en fait, parce que c'est ton... Oui, si c'est très dur quand tu participes, même humblement à l'art, de pas être dans un regard purement technique quand tu vois ça te saute aux yeux, tu sais, tu vois là ils ont fait ce choix là à ce moment là, et du coup tu perds ton innocence, tu perds tes yeux d'enfant. Ce que j'ai pas du tout eu par exemple quand je suis allé voir Charlie à la Cigale, le mentaliste, que j'ai trouvé génial, où là je retrouve mes yeux d'enfant, c'est comment il a fait ça, comment il a fait ça, il est trop fort. Et ça, j'adore, parce que je retrouve ça. Et ça, je peux la retrouver sur certaines pièces, celles dont je t'ai parlé. J'oublie qu'il y a un code théâtral, ils ont choisi de rentrer à ce moment-là sur cette musique-là. C'est pas très agréable de voir un spectacle comme ça, parce que tu regardes ça comme un metteur en scène en disant vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Ok, intéressant. Vas-y, comment tu places ta voix? On aurait fait mieux. C'est terrible de faire ça. C'est terrible. Ce que j'ai adoré quand je suis allé voir Charlie... à la Cigale, que j'ai trouvé génial. On parlait de légitimité tout à l'heure. T'as quand même reçu un prix assez incroyable. Ah oui, c'est vrai. Le Molière. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ce prix? Et quelles en a été un petit peu les suites? Est-ce que justement c'est un poids, c'est une pression, c'est une arrivée, c'est un point de départ, c'est une opportunité, tu vois? Quand t'as été un peu comme moi, c'est-à-dire très timide, très renfermé sur lui-même, que tu as enchaîné beaucoup de défaites, tu penses, en tout cas c'est ce qui se passe quand tu célèbres une potentielle victoire sous ta douche, que ça va se faire avec un peu de ressentiment vis-à-vis de ton passé. Tu sais, tu as un peu le buteur à l'extérieur qui fait qu'est-ce qu'il y a. Tu penses que tu vas le vivre un petit peu comme ça. D'ailleurs, tu le célèbres un petit peu comme ça dans ton imaginaire à ce moment-là, parce qu'il y a quand même alors, il n'y a pas une volonté de vengeance, mais il y a un goût pour la revanche, quand même. Et quand je l'ai eu, tout ça s'est éteint. Et c'était merveilleux. Il y avait juste la joie pleine de... C'est moi qui ai... C'est vrai? Moi, Parce qu'il y en a d'autres, hein, c'est moi, vous l'avez donné à moi. Avec ma maman à côté. Et ça fait partie des moments... j'en ai peu dans ma vie où j'ai rien à retoucher. Je voudrais les revivre tels quels, du début à la fin. Ils sont... celui-là, il est merveilleux, quoi. Il est extraordinaire. En plus, je vais pour m'effondrer au début quand on me dit mon nom. C'est-à-dire qu'on me voit à l'écran faire... J'ai vraiment cette tête-là, c'est ridicule, quoi. Et on voit ma mère qui fait... Et en fait, elle se dit pas vas-y mon fils, elle se dit putain vas-y, il va s'effondrer, il va jamais prendre la parole en fait, parce qu'elle me connaît. Et sur le chemin qui me menait à l'estrade, je me suis dit il faut que je me ressaisisse, il faut que je prenne la parole et que ce soit beau jusqu'au bout, tu sais. En fait, j'avais un souvenir de ma bar mitzvah, si tu veux tout savoir, où j'avais fait tout le truc et tout, et à la fin j'avais fait un discours, et mon discours c'était mémé, et j'avais pleuré toutes les larmes. Et c'était, alors, ça fait beaucoup rire mon père, mais parce que en fait tu te dis mais en fait, c'était très beau aussi, mais simplement j'ai pas pu dire ce que je voulais et j'étais très frustré. Et là, je voulais parler jusqu'au bout, même avec l'émotion. Ma voix est comme ça pendant le discours. Et c'est pas grave, c'est chevrotant, mais je voulais que ce soit beau jusqu'au bout et je crois que ce moment l'a été. Ça, c'est pour le fait de le recevoir. Le lendemain, je te le dis, alors déjà, j'avais 2 choses. J'ai regardé l'intégrale de Game of Thrones. Alors, tu vas voir pourquoi. Je m'étais fait la promesse, en fait. Je m'étais fait cette promesse 3 ans plus tôt. Je faisais rien de ma vie, j'étais en train de me dire que j'allais arrêter le théâtre et faire autre chose. La dépression saison 2. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Absolument. On l'embrasse. Et je m'étais dit, tiens, j'ai envie de me refaire Game of Thrones. J'adore cette série. Et est-ce que tu peux allouer 100 heures de ton temps libre à une série que tu as déjà vue, dans l'état dans lequel tu te trouves? Non, tu peux pas faire ça. Donc on va faire un pari avec soi-même. Et j'ai lancé ça dans le vent. Le jour où j'ai un Molière, je me la refais. Et le lendemain, j'étais là avec ma statuette. Et
énorme kiff. Mais extraordinaire. Et c'est surtout que la statuette, en fait, ça a été un espèce d'objet de contemplation pour moi le lendemain où je la regardais, où j'étais pas l'enfant qui gagne des coupes, tu sais. Oui. C'est insupportable, ces enfants-là. Je les adore, mais ils sont insupportables. T'avais des coupes, toi, chez toi? Non. T'avais pas? Non, tu sais, tu vas t'aller chez eux quand, à l'après-midi, ils avaient une armoire de trophées, tu sais. Ouais. Un sup. Mais Ça, faut t'avais aimer rien. la compétition. C'est ça. Tu sais, des trucs de karaté, des trucs de foot. J'avais aucune coupe. Okay, j'avais rien. Il y avait rien dans mon armoire. Il y avait les One Piece, voilà, Ouais. et les Dragon Ball. Basta. Et en mauvais état en plus, parce que je prenais pas soin de mes affaires. Et là, d'avoir l'incarnation matérielle d'une aventure extraordinaire, qui l'était en plus déjà, c'était merveilleux. C'est quelque chose qui t'a un peu apaisé, réparé, qui a mis un... Non. Non, pas du tout. Mais non, parce que, en fait, j'ai découvert à ce moment-là que la légitimité, c'est, comme je te le disais, un truc qu'on s'accorde à soi-même. Ok, Et je crois que on me l'a donné, mais je me le suis jamais vraiment attribué. d'accord. Je pense. Tu vois, j'ai toujours une forme de pudeur avec ce prix-là. Quand on m'en parle, je fais ça, tu vois, c'est insupportable. Tu vois, je devrais faire merci, c'est très gentil. Et moi, je fais non. Voilà. Il y a une part de moi qui s'est jamais vraiment accordé ce prix-là, qui part du principe qu'elle a pas encore fait ce qu'il fallait pour le mériter, en tout cas vis-à-vis de moi-même. C'est dans un rapport que j'entretiens avec moi. Non. En fait, je pense que c'est parce que je me suis accordé de la légitimité à un moment donné de ma vie que je me suis mis dans des dispositions qui m'ont ensuite permis d'accéder, tu vois, éventuellement à ce prix, mais en tout cas de me mettre dans les bonnes dispositions. Je pense. Mais du coup, c'est un gros coup de projecteur d'un coup aussi. Comment ça se passe? Est-ce que ça amène des opportunités, des projets, ou au contraire, pas du tout? En fait, c'est rigolo parce que c'est plus éloquent, j'allais dire, c'est plus marquant pour ceux qui ne sont pas du métier. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas du métier. Il a un Molière, quand même, avec cette tête-là. C'est ça, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu peux faire des rencontres dans d'autres milieux artistiques où on dit « Ethan, qui a eu le Molière de la révélation masculine », comme ça. Et dans le métier, ça ne change pas grand-chose, en vérité. Ça t'a pas mis une pression non plus supplémentaire? Non. D'accord. Par contre, il y a un truc que je ne me suis pas avoué, c'est que un des premiers réflexes que j'ai eu, c'est de me dire vas-y, une victoire ne promet pas la suivante. Oui. Tu sais, on parlait tout à l'heure des concours. Un échec ne condamne pas l'avenir. Et bah, une victoire ne promet pas la suivante. Oui, il y a faut les pas deux. Tu se vois. reposer sur ses lauriers. Exactement. Donc, vas-y, ne prends pas trop la confiance. N'attends rien de ce prix pour la suite. Mais à trop vouloir me mettre là-dedans, j'ai été dans le déni vis-à-vis d'une part de moi qui, en fait, attendait un petit peu quand même. D'accord. Et donc, j'ai eu une petite frustration de ne pas voir le coup de fil, de ne pas voir le machin et tout, etc. J'aurais dû m'avouer que c'était là chez moi. On parlait de faire étalage de saison tout à l'heure. Faites ça, quoi. Mettez juste sur la table. Tiens, cette part de là, cette part de moi, elle existe. Elle n'est pas extraordinairement belle. Elle n'est pas valeureuse. Elle n'est pas hyper noble. Elle existe. Et c'est en la foutant là que, tu sais, c'est la phrase de Carl Jung qui disait ce que tu acceptes te transforme, ce que tu nies te soumet. Voilà. Je pense que tout est là. Ce que tu acceptes te transforme, ce que tu nies te soumet. J'y crois beaucoup à cette phrase. Est-ce que tu as eu des expériences en cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? J'ai fait une série pour le Nikon Festival. Ouais. Cette année? Oui. Ok. Cette année, c'était très chouette. J'ai adoré cette expérience. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est que autant au théâtre, tu dois te demander comment on va faire chaque soir pour raconter l'histoire avec pas la même fraîcheur parce que tu peux pas, le corps est engourdi, il est fatigué, mais en tout cas la même intensité, la même volonté, la même frénésie, la même ivresse. Alors que le théâtre, tu dois cheminer ensemble avec tout le monde pour arriver à la scène. Donc je trouve ça très intéressant aussi. J'adore le parcours artistique qui est pas le même et qui est assez passionnant, et j'adore le cinéma de manière générale. Donc oui, j'adorerais en faire plus, oui. Oui, bien sûr. Tu fais un petit peu des castings aussi pour ça, du coup? J'en fais, pour l'instant je ne les ai pas du tout. Tu as parlé de ces castings que je n'ai pas. Il y en a plein que je n'ai pas, tu vois. Et c'est pas grave, je suis prêt à accepter que ça va prendre du temps, de la même manière que le théâtre a pris du temps. Donc c'est pas grave. Tu vois, j'essaye d'y aller en détente, sans attente. C'est plutôt, en fait, l'enjeu est là pour moi. Comment je fais pour arriver en détente? Comment je fais pour comprendre aussi les codes du jeu du cinéma? Ils ne sont pas les mêmes au théâtre. Au théâtre, on parle comme ça. Tu vois, si tu veux que tout le monde m'entende, je suis obligé de parler de là. Tu vois, donc forcément, au cinéma, tu peux pas faire ça. Tu vois. Pas comme ça, arrêtez, qu'est-ce que tu fais là? Non, t'entends très bien, en fait, un micro qui est là. Arrête, c'est insupportable, pourquoi tu me gueules dans l'oreille, en fait? On te dit ça comme ça. Non, mais c'est normal, on va te demander de faire moins. En plus, t'as un gros plan sur toi. Oui. Donc, forcément, tu bouges un sourcil. Subtil. Bien sûr. Tu bouges un sourcil, voilà, qu'est-ce que tu fais? T'es malade? C'est vrai. Surtout dans le jeu cinéma français, tu vois, il y a un truc où c'est quand même, qui est très beau, qui est très épuré. Et c'est beau parce que tu dois cheminer vers une forme de simplicité que je trouve assez géniale, parce que c'est un chemin que j'essaye d'avoir aussi dans ma vie aussi. Comment on chemine vers la simplicité et la sérénité. Donc, je trouve que c'est assez corrélé par rapport à où j'en suis dans mon existence. Est-ce qu'on crée pour soi ou est-ce qu'on crée pour les autres? Tu as combien de temps on a cette question? Est-ce qu'on crée pour soi?
ou est-ce qu'on crée pour les autres? Je pense qu'il faut pas être trop arrogant à se dire que on crée d'abord pour les autres. J'y crois pas. Je pense, enfin même si, il y a les deux choses. Je vois l'artiste, c'est mon interprétation, comme l'hôte d'une espèce d'entité un peu diabolique, un peu frénétique, un peu chaotique, qui aspire à exister par la création. Et on doit se mettre, en tant qu'artiste, au service de cette entité-là, qui, quand elle prend possession de nous, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait le même. Demande à quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose, demande à un chanteur qui se laisse envahir tout à coup demande à un comédien, une fois qu'il est sur scène et qu'il est au bon... On n'est plus tout à fait nous-mêmes. Moi, je pense que cette entité-là prend le pas sur nous à ce moment-là, ce qui est très joli. Et donc, on essaie de la servir pour nourrir un art. Ensuite, cet art, parce qu'il vient de là, de cette sincérité franche, il va pouvoir te parler à toi. Tu sais, c'est la phrase de Montaigne qui disait « Nous portons tous les traits de l'humaine, porter les traits de l'humaine condition ». Oui, tu vois, qu'on a l'universel dans notre individualité. Exactement, voilà. Moi, je crois beaucoup à ça. Oui. Les gens vont se reconnaître. Ah tiens, ça me parle. Bah, c'est normal, c'est parce qu'on partage la même chose, on est humains tous les deux. Et simplement, j'ai eu accès à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, à quelque chose au fond de moi où je me suis dit « Tiens, c'est ça ». Il y a une phrase de Bergson qui est magnifique, insupportable à faire que des citations, mais je suis désolé, qui dit l'artiste, c'est celui qui paye sa dette à la splendeur du monde. C'est magnifique. Très, très beau. C'est hyper beau. Ça veut dire, si on la reprend, que l'artiste est pourvu de capteurs sensoriels supplémentaires et donc qui lui permettent, tu vois, d'intégrer toute la beauté de l'univers. Et ce faisant, sa mission, son devoir, c'est de rendre sa dette, de payer sa dette à ce qu'il est capable de voir de la beauté en la retranscrivant par l'art. C'est sublime comme définition. Je trouve ça très très beau. Et en trouvant le meilleur moyen. Exactement. D'ailleurs, tu remarqueras que, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais tous les artistes font rarement qu'un seul art. Exactement. Ils dessinent. Oui. Ou ils font un peu de piano. Oui. Donc, parce que, tu sais, c'est cette énergie qui déborde et on sait pas où la mettre. Qui peut aller dans tous les sens. Ouais. Et donc, il y a plusieurs langages. La langue du piano, la langue du violon, la langue du dessin, la langue de la sculpture, la langue de la poésie, tu vois. Je trouve ça hyper beau. Ça me touche beaucoup. Dans les rôles que tu as interprétés, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi? Est-ce qu'à un moment, tu t'es retrouvé en difficulté ou tu t'es dit, ce rôle-là, je sais pas comment par quel biais le prendre? Alors, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que c'est pas sûr que ce soit une chance, finalement, d'avoir que des rôles qui étaient assez proches de moi. D'accord. On m'a souvent donné les exaltés, ou alors les scientifiques un peu fous, non pas que je sois forcément scientifique, mais dans cette forme de frénésie, tu vois. On m'a toujours donné une frénésie à jouer. Ce qui m'a donné le plus de challenge, c'est ce que je vais faire là. C'est le seul en scène, t'es tout seul face au public. Tu sais, le comédien, il a beau être... il peut parfois se sentir... en tout cas, se dire qu'il est courageux, il est quand même, des fois, à l'abri grâce aux autres, parce que j'entretiens une scène avec toi, donc on est en train de parler, donc le regard n'est pas que sur moi, donc ça va, si je suis moi. Ça protège. Et les mots de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas aimé le texte, bon, bah ça, c'est pas ma faute. Oui. Là, j'y vais, il n'y a personne d'autre que moi, et c'est mon texte. Donc j'ai perdu mon armure. Ouais. J'ai plus rien pour me protéger, je suis face aux gens et il va falloir que je parle avec mes mots à moi d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'amour. Et donc c'est l'enjeu de ce spectacle et du seul en scène. Ça, c'est très challengeant pour moi. On peut plus se cacher, quoi. On peut pas. De manière générale, il faut jamais se cacher, mais on peut avoir tendance à se dire que c'est moins effrayant si c'est pas nos mots et si en plus on a d'autres camarades qui sont, j'allais dire, dans la même galère ou dans la même aventure, tout simplement, dans la même équipe. On raconte l'histoire ensemble. Et donc ce seul en scène, du coup, on peut venir te voir jouer. Ah bah venez à la Scala, à Avignon, à midi, avec bonheur. Je serais ravi de vous voir dans la salle. Tu m'as dit que tu n'avais pas trop donné des conseils de manière générale. Non, mais si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un jeune acteur ou quelqu'un qui est au cours Florent, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? J'adore le livre Lettre à un jeune poète de Rainier Maria Rilke, qui est génial parce que, tu as vu, il lui donne des conseils, mais comment dirais-je, qui nous apparaissent très universels, donc on a envie de tous les prendre. Et puis surtout, il s'entretient avec quelqu'un qu'il connaît. C'est très compliqué de donner des conseils à une généralité qui serait l'acteur débutant, tu vois. Parce que je vous connais pas, en fait. Je sais pas où vous en êtes. Je sais pas quelle aventure vous avez vécue. Et le problème, c'est que j'ai la sensation que quand on donne un conseil à quelqu'un, surtout quand on est jeune, on est en demande de conseil parce que on veut hâter la vérité. C'est-à-dire que vite ma réponse. J'ai besoin je sais pas là où je suis, vite ma réponse de quelqu'un qui a apparemment un peu d'expérience. Et je pense que il faut commettre ses erreurs. Donc, prenez des conseils si vous voulez, mais
vous allez vous apercevoir que vous aurez beau les suivre et qu'en fait, c'était peut-être pas cette voie parce que c'était pas la vôtre, en fait. C'était pas votre voie. Et moi, j'avais une prof qui me donnait pas beaucoup de conseils, mais parce qu'elle savait ça. Et je trouvais ça assez génial. Qui nous disait juste faites. Juste faites. Voilà, c'est un conseil à la con. Faites. Oui, et au fur et à mesure, tu affines ton art dans tous Tu les vas cas. voir, faites vos conneries, faites vos erreurs. Ouais. Il y a un livre qui est magnifique pour ça. C'est le seul livre que je conseille aux gens. Je conseille pas de livre aux gens pareil parce que tu peux lire Madame Bovary, trouver ça affreusement chiant et le relire 3 ans plus tard et faire mais quel est donc ce chef-d'œuvre? Quelle est donc cette sorcellerie, Flaubert? Qui es-tu? Tu es un génie? Ce qui m'est arrivé, par exemple. Il y a un seul livre que je conseille, c'est Siddhartha de Hermann Hesse, où là, voilà, c'est ça. C'est un jeune brahman qui sent bien que il n'est pas à sa place, donc il part à l'aventure avec son meilleur ami et il rencontre le Bouddha, celui qui serait donc l'émanation suprême, celui qui incarnerait dans sa magnificence la sérénité, l'ataraxie, la paix de l'âme. Le Bouddha aimait sa doctrine, la proclame, et son meilleur ami à Siddhartha dit « Ah bah c'est ça, il faut faire ça ». Et Siddhartha dit « Non, je peux pas te suivre ». Il dit « Je reconnais effectivement, Bouddha, que tu es apparemment la sincérité, la sérénité absolue, que tu incarnes ça. Mais ce qui te permet de proclamer ta doctrine, c'est les erreurs que tu as pu faire qui t'ont mené à dire que c'était ça qu'il fallait proclamer. Donc si moi je suivais ce que tu venais de me dire sans avoir mon vécu, j'appliquerais les leçons de quelqu'un d'autre, alors que tes leçons sont le fruit de tes erreurs. Donc je vais aller de mon côté, et c'est ce qu'il va faire dans le bouquin, il va faire ses conneries à lui, quoi, pour trouver sa voie, pour trouver son chemin. Deviens ce que tu es, disait Nietzsche. Comment est-ce que tu travailles ton jeu au quotidien ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est quand on est sur scène tous les soirs. C'est une très bonne question. Mais... Parce que le comédien, quand il n'a pas de taf, c'est un peu le seul qui se tourne les pouces. Parce que le pianiste, quand il n'a pas de concert, il répète ses gammes, on est d'accord, tu vois. Le footballeur, quand il n'a pas son match, il fait ses passes, il s'entraîne, etc. Physiquement, il garde sa condition physique. Je crois que c'est important pour le comédien de s'entretenir physiquement, parce que ça reste un sport, ça reste du sport, tu vois. Oui. Une condition physique à avoir pour tenir la durée, surtout si tu joues plusieurs fois dans la semaine. Donc ça, je pense que c'est important. Faire attention à ta voix, qui est quand même ton instrument de travail. C'est ton instrument de travail. Donc il faut que tu prennes garde à ça. Et de lire et de pratiquer l'oralité. C'est-à-dire de mettre les mots dans l'air, de les faire sonner, de les faire résonner. Le texte que tu veux, des poèmes, un texte de théâtre que tu lis, Je pense que c'est très important. Parce que sinon, quand tu remontes sur un plateau, il y a des choses qui se perdent. Hein. C'est pas acquis. Hein. Il y a vraiment des choses qui se perdent. Ouais. Voilà. Comment on passe d'un rêve à un objectif ? Excellente question. Je pense que tout l'enjeu est là. Parce que l'enjeu, c'est pour ça que moi je dis jamais aux gens croyez en vos rêves, je dis croyez en votre capacité à faire de ces rêves des objectifs que vous atteindrez. C'est pas la même chose. Je dis pas qu'il faut pas rêver, il y a quelque chose dans la rêverie moi que j'adore, dans cette immatérialité géniale du songe et des possibilités qu'elle permet une fois que tu te baignes dedans, j'adore ça. C'est simplement, très galvanisant aussi. C'est génial de se mettre comme ça, s'accoler à la fenêtre du RER et de faire ma vie, cette femme, tu vois, c'est merveilleux, quoi. Quand en plus il y a de la pluie qui vient s'abattre dessus, bon, t'es le roi du monde, tu mets un petit YouTube, tu te régales. YouTube, je suis hyper ringard. J'adore ça. Et ou un petit Chris Isaak, tu sais, With Game là, non, merveilleux, putain, tu te régales. Et ça c'est la rêverie. Mais parfois on se complaît dans le rêve. Comment tu fais pour faire de tes rêves des objectifs? Ce qui est plus dur parce que ne pas réaliser un rêve dans ta tête, c'est pas trop grave. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, mon rêve à moi, par exemple, c'était d'être footballeur. Mais j'ai jamais entrepris ce qu'il fallait pour être footballeur, donc c'est pas grave. Oui, d'accord. Avoir un objectif. En fait, avoir un objectif, c'est le ramener à taille humaine. Oui. Tu vois, l'objectif, il est là. Le rêve, il est là. Et donc, avoir un objectif et ne pas l'atteindre, pour l'ego, c'est autrement plus vexant. Voilà pourquoi on est souvent tenté de pas faire de nos rêves des objectifs, je crois. Parce que la confrontation au réel peut briser le rêve. Parce que ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal de ne pas atteindre un objectif que de ne pas pouvoir réaliser un rêve. Parce que dans le mot rêve, il y a déjà un consentement à son inachèvement parce qu'on le laisse flotter, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, c'est un rêve. Oui. J'ai un rêve. Si tu dis « je rêve d'écrire un livre », c'est pas pareil que j'ai pour objectif d'écrire un livre. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà pas le même rapport que tu entretiens avec l'événement. Ouais. Je rêve un jour de pouvoir, si j'arrive à m'accorder du temps, j'ai un objectif, je vais écrire un livre. C'est pas pareil, tu vois. Oui. Donc, comment on fait? On le fait atterrir dans le réel, on le regarde dans les yeux, on voit ce que ça va nous demander, on voit si on est capable de consentir à ce que ça va nous demander, parce que ça va nous demander des choses vertigineuses. Bien sûr. Et ce faisant, on fait pas après pas après pas, et on fait petit à petit. Petit à petit. Patience.
Ouais. Surtout patience, c'est hyper important. Et comme on parlait de rêve, quel rôle tu rêverais d'interpréter? Moi, je pense que c'est le rêve de tous les comédiens, même ceux qui disent que ça ne l'est pas. C'est de jouer Cyrano. Oui. Dans 20 ans. C'est le plus grand texte qui a été écrit, je veux rien savoir. Oui. Rangez vos débats, je veux pas savoir. Là-dessus, il y a impossibilité de débattre. C'est le condensé du génie littéraire français. Il y a tout dans cette œuvre-là. C'est magique au possible. Je rêve d'un jour, dans 15-20 ans, parce que je pense qu'il faut quand même avoir plus d'assises et de bouteilles et de vécu pour le jouer, de jouer Cyrano. Sinon, j'adorerais jouer Fantasio de Musset. J'adorerais jouer Alceste dans Le Misanthrope. Les grands textes. Je suis un amoureux des grands textes. C'est pour ça que j'ai commencé ce métier. Je rêve de m'y frotter. Ou un Marivaux, tu vois. Texte merveilleux, Marivaux. La surprise de l'amour, extraordinaire. Ces textes-là, moi, ils sont merveilleux parce que on les relit, et on fait « Ah, mais j'avais pas vu ça. » C'est génial. C'est vrai. T'imagines Ouais. ces textes que tu peux relire en disant « Ah, mais ça, j'avais pas vu. » Tellement c'est complet, tu peux Tellement il y a redécouvrir à chaque tout fois, dedans. Et parce que toi, tu évolues en même temps. Ouais. Donc nécessairement, ton œil s'affine, ou plutôt il change d'objectif. Donc tu vois pas les choses de la même manière. Quel artiste tu pourrais nous faire découvrir? Ça peut être un artiste de tous les horizons. Ça peut être de la super, musique, ça. du cinéma, du... tout. Alors, je vous conseille d'aller découvrir la chaîne YouTube Le Dolmen, tenue par monsieur Étienne Lorrain. Absolument extraordinaire pour tous les artistes et pour tous les humains de manière générale. Allez voir ça. Qui vous parle de l'existence comme assez peu de monde, qui est très jeune, qui a 25 ans à peine et qui parle de tout ça. C'est un monsieur assez extraordinaire. Voilà. Assez vertigineux, un espèce de chaman des temps modernes. Allez voir ce monsieur, allez écouter ça. Qui je pourrais vous conseiller d'autres? Ah, c'est intéressant. Si, en musique, Sarah Maness, extraordinaire. Allez écouter Sarah Maness. Grande chanteuse, si vous la connaissez pas. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, j'aime bien cette question, là, elle est chouette. Bon, ça, tout le monde le connaît, mais c'est une chaîne que j'adore. Le Précepteur, Philosophie pour tous. Oui, bien sûr. Ouais. Charles Robin, est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Lui, il t'amène la philosophie sur un plateau avec une virtuosité extraordinaire, une intelligibilité extraordinaire, ce que fait ce monsieur. Bah, merci beaucoup pour ces 3 recommandations. Avec plaisir. Très pertinentes. J'espère. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien? Il est assez mouvant, en vérité. En ce moment, par exemple, c'est la phrase de René Char qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » J'adore cette phrase. Mais c'est mouvant. C'est en fonction des... Oui. Parfois, j'ai Le vent se lève de Paul Valéry. Il faut tenter de vivre, tu sais. Et j'ai souvent des phrases de Nietzsche aussi. Parce que Nietzsche, quand même, en aphorisme, le gars est très fort. Le gars est très fort. Oui, je crois que c'est quelqu'un qu'il faut lire. Ouais, Il Nietzsche. me semble. Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Vous n'allez pas comprendre tout, moi non plus. Mais c'est abyssal. C'est waouh, extraordinaire. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ouais, t'aurais pu me demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. C'est vrai. Quels sont tes projets à venir déjà? Alors, quels sont mes projets à venir? Mes projets à venir, donc c'est ce seul en scène là que je vais jouer à Avignon à la Scala. Donc ça, c'est le premier projet qui arrive. J'ai fini l'écriture d'un premier roman également. Alors j'ambitionne pour ce seul en scène de faire une espèce de mini-série de 5 épisodes de 3 minutes en gros qui annonce le spectacle et qui raconte ce qui se passe avant. Moi, j'ai envie de faire un pont entre réseau et théâtre. Je me suis lancé ce pari fou, absurde, grandiloquent alors que j'ai absolument pas le temps de le faire, comme d'habitude. Donc ça, c'est les principaux projets qui arrivent. Et je suis en train d'écrire un autre livre parce que j'adore ça. Voilà pour mes projets. C'est ce que tu disais, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Créativité. Ouais, exactement. C'est bon signe. C'est génial. Ouais. C'est bon signe. Ça veut dire que t'as re-accès à l'entité dont on parlait tout à l'heure. Tu vois bien quand elle est frustrée. Tu vois bien, il n'y a rien qui sort. Bien sûr. Tu vois bien, il n'y a rien. Il y a rien qui veut sortir. D'ailleurs, ça se voit même dans ta sensibilité vis-à-vis de l'existence. Avant, tu marchais, tu cheminais tranquillement, ne serait-ce qu'à côté d'un arbre, et tu étais en capacité, je sais pas, de t'émouvoir parce que l'arbre, il est trop beau. Oui. Et tu perds ça. Et là, pour moi, ça veut dire danger. En fait, c'est se rend-on disponible à ce qui va permettre chez nous la grâce? C'est la vraie question de ça. Tu vois, est-ce qu'on nourrit assez la part de nous dont on dit qu'elle n'est pas assez présente? Ah, j'ai pas d'inspiration. Est-ce que tu nourris chez toi ce qui te permet de créer l'inspiration? C'est une vraie question à se poser. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour nourrir justement cette inspiration? Tu vois, je marche. Vraiment? Ouais, tu arrives à t'ouvrir de cette manière? Je marche. Okay. Moi, c'est la marche et c'est la contemplation. La contemplation. Tu sais, on dit beaucoup aujourd'hui, moi, j'aime bien m'ennuyer. Oui. On s'ennuie pas, c'est pas vrai. Si tu passes ton ennui à scroller sur un téléphone, tu ne t'ennuies pas. Oui, mais ça tue la créativité, ça. Ça tue la créativité. Ouais. Et puis surtout, tu ne t'ennuies pas vraiment. L'ennui, bien sûr, c'est le vide. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour consentir au vide? Il y a pas mal de gens qui me disent moi j'ai toujours un son, podcast, toujours un truc pour m'endormir aussi. Je fais, ah oui, vous n'êtes jamais en colocation avec vous-même en vérité. Vous n'êtes jamais en colocation avec vous-même, simplement.
Et je dis, donc je veux pas les mettre en garde de quoi que ce soit, mais je pense que il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de s'entretenir avec juste soi-même ? On est en fuite. On est en fuite. De quoi ? Ouais. Je vous laisse répondre, j'en sais rien. Tu vois, on a tous les trucs qu'on fuit. On fuit tous quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a à mettre en jeu, tu vois ? Oui, et c'est plus comme ça qu'on se retrouve aussi dans le silence et dans l'ennui, dans la l'abîme, contemplation. Le vide. Ouais. Tu vois, et puis là, tu vas te découvrir des capacités à t'émouvoir de choses. Un arbre, miaulement de ton chat, où tu fais... Tu sais, j'adore regarder mon chat, moi. Je trouve extraordinaire. Déjà parce qu'il est d'une opiniâtreté redoutable. T'as voulu lui dire, non, c'est pas pour toi, le mec qui revient, il a rien à foutre, tu vois. Tu fais, c'est comme ça que je veux être. Non, mais c'est vrai, le mec, on te dit non, mais il retourne, en fait. Je vais tout oser. Et voilà, non à ce casting, il retourne, il retourne, en fait, il en a rien à foutre. Donc ça, est déjà opiniâtreté extraordinaire, modèle de résilience formidable. Et puis, sérénité ostentatoire. Le mec qui se déambule devant toi, et il te regarde en mode, ouais, je vais bien, ouais. Calme, tranquillité. Et tu vois, le chat, on parlait de détente tout à l'heure. Détente, et puis d'un coup, paf, ça part. Mais c'est ça, quoi. Comment tu fais pour créer ta détente, et d'un coup, tu lances. Je sais pas pourquoi je vous parle de mon chat, mais... Parce que pour être un bon acteur, il faut observer son chat. Exactement. C'est ce que je vais retenir de cet épisode. C'est la leçon, ouais, le chat. Après l'acteur et la cible, et la méthode de l'acteur de Stanislavski, le chat. Du coup, je te pose ma dernière question, qui est un peu la question signature du podcast. Tu voulais continuer ? Non, je t'écoute. Ok. C'est quoi pour toi la vie d'artiste ? La mienne ou la vie d'artiste de manière générale ? Ton interprétation de la vie d'artiste. Mais je crois que c'est la rencontre, de manière générale. D'abord, avec l'entité dont on a parlé tout au long du podcast, cette rencontre avec cette entité créatrice et capricieuse, j'allais dire. Parce que tu sais, on parlait de cette entité-là tout à l'heure, et je te disais, il faut voir ce qu'elle veut de toi. Je crois que toutes les parts de nous ont des caprices. La part de nous un peu jalouse, qui a envie d'aller voir ce que fait notre ex sur Instagram, bon, parfois on cède à ce caprice. Tu vois ce que je veux dire ? On va voir, Pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à céder aux caprices, aux envies de notre aspiration créatrice, en disant non mais c'est pas pour moi, et on frustre une part de nous. Donc je suis je pense que la vie d'artiste, c'est d'abord la vie de celui qui arrive à entrer en communication, même douloureuse, avec cette part qu'il habite, et cette part de lui qui veut germer, qui veut exister, qui a pour langage la création. Ça, c'est le premier truc dans la vie d'artiste. Et ensuite, c'est la rencontre avec ses camarades, ses collègues artistes, ceux qui partagent cette envie-là de création, qui ont cette nécessité. La nécessité, tu sais, en philosophie, c'était pas, ça voulait dire, c'est ce qui doit être, c'est ce qui est par fatalité, ça doit être. Et il y a une part de l'artiste qui porte en lui une nécessité. Ça doit être. Je sais qu'il y a une part, ça paraît très arrogant, mais déjà, je pense que tous les gens qui vous trouvent arrogants n'ont pas confiance en eux, donc ça raconte plus sur eux que sur nous. Je pense. Mais après, bon, il faut pas verser vers l'arrogance pure. Il faut être lucide et humble, plus que modeste d'ailleurs. On n'a pas parlé de ça, mais c'est intéressant. La différence entre humilité et modestie. Mais je t'écoute sur la différence. Mais pour moi, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que la modestie, pour moi, c'est de la posture. C'est-à-dire que c'est signalement de vertu. Regardez à quel point je suis modeste vis-à-vis de ce que j'ai à peu près réussi à accomplir dans ma vie, vis-à-vis de son accomplissement. Tu vois, il y a une posture de vouloir se regarder dans le petit œil, dans la petite lorgnette du attention, vous avez vu, je me la ramène pas trop. Donc c'est en société. Voilà, c'est de manière sociale, et puis je trouve que c'est une manière de se diminuer, et donc comme tu te dis que tu n'es que là, alors que tu es déjà là, tu vas à chaque fois repartir de là, et donc tu vas te courir après toi-même, puisqu'en vérité, tu es déjà là. L'humilité, c'est dire, non, je sais que je suis là. Oui. Je sais que j'ai fait tout ça pour arriver là. Simplement, je la ramène pas comme un fou. Simplement, je vais continuer de travailler. Et moi, je vois une différence entre les deux. Humilité et modestie. J'aime pas trop les postures. Je pense que la modestie, c'est une posture. L'humilité, c'est une vertu assez extraordinaire. Avoir le succès humble. Mais comme disait Cyrano, puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Et donc il y a quand même cette idée de se dire, je conserve quand même le mérite que j'ai. J'ai du mérite sur ce que j'ai accompli. Pas se loter par fausse modestie ou parce qu'on aurait trop peur que les gens nous trouvent arrogants. La plupart des gens
qui vous trouveront arrogant n'ont pas confiance en eux. Donc ça raconte plus sur eux que sur vous. Bien sûr. Et moi je sais parce que j'ai été ce gars-là qui trouvait tout le monde arrogant parce que j'avais pas confiance en moi. Oui, c'est de l'envie, c'est de Mais la bien jalousie. sûr, c'est de la jalousie. Ouais. Et donc je me permets de dire ça, pas parce que j'ai de la médisance ou du mépris pour ceux qui font ça, mais parce que je l'ai fait souvent. J'ai été aigre. J'ai été cette version aigre. Je sais ce que c'est que d'être aigre. Et tu sais le chemin de se reconnecter, puiser en soi et Je crois, le ouais. donner au monde. Je crois. J'essaye, hein, c'est un chemin long. Je le perds Oui, tous les bien jours. sûr. Hein, j'essaie de le retrouver. C'est petit à petit. Hein, tu sais, je suis pas du tout arrivé où j'aimerais arriver. Ou j'ai rien fait encore. J'ai vraiment rien fait du tout. Ben, on te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas. J'espère. Ouais. Souhaitez-moi la santé surtout. Oui. C'est le seul truc. Le reste, je m'en charge. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, tous les conseils Merci que tu à as toi. donnés, même si tu n'aimes pas donner de conseils, t'en as donné beaucoup. Je sais pas. Pour les gens qui veulent te suivre, te retrouver, Ouais. où est-ce qu'on peut les rediriger? Sur Instagram, Ethanoliel. J'ai un TikTok aussi. Ouais, je me suis mis à TikTok. Ok. figure-toi. Ok. Pour quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Ouais, ils les ont tous en fait. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Ethanoliel, où je partage donc des analyses de textes de 3 minutes et puis aussi d'autres contenus beaucoup plus fictionnels qui vont arriver et des collabs très chouettes qui arrivent avec des artistes que j'aime beaucoup. Super. Bah, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à le partager à quelqu'un que ça pourrait aussi intéresser. L'idée sur ce podcast, c'est vraiment de se partager les bons conseils et de pouvoir créer une communauté d'artistes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à écrire à Ethan. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir et à suivre ses projets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Et je vous dis à très vite sur Première Loge.